Bonsoir, toi. Bonjour, monsieur, dame. Je cherche des amis. Alors, je sais pas. Et ils m'ont dit que je trouverais. Ils se réunissent pour organiser des choses un peu spéciales. Ah oui, ça c'est spécial, ça, oui. Oui. Mais je sais pas si... Ils m'ont dit dans les catacombes, alors c'est... Oui, enfin, c'est en bas. Ça t'amuserait de jeter un coup d'œil? Bah, Ben non. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chat? T'es timide? Non, c'est parce qu'ils m'ont dit c'est secret, alors... Secret? Mais non, c'est pas secret. C'est discret, c'est pas pareil. Ah bon? Autrement, tout le monde le sait. Ah bon? Ah, il y a même des gens de la police qui viennent. Ah bon? Bonjour les mecs. Bonjour. Bonjour les hommes. Eh ben, oh, parce qu'elle est connue, celle-là. Oh. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un nouvel ADN sur un thème racoleur s'il en est. Nous allons parler de la franc-maçonnerie, une société secrète. Et oui, et pourquoi ça c'est un ADN? Eh bien tout simplement parce que les jeux de rôle pullulent de sociétés secrètes dans tous les sens. Il y avait même des jeux qui en ont fait leur credo. Des jeux comme Nephilim par exemple que nous avons testé cette saison à la cellule. Ça tombe bien. Vincent est avec nous pour en parler. Vincent, ça va la pêche? Bonjour, ça va la pêche. Gambleur sur le forum de Sens. Tu es aussi un Sensien. Justement, tu vas nous expliquer d'ailleurs s'il y a des relations entre ta passion pour la franc-maçonnerie et par ailleurs Sens. Nous sommes également avec François. François, ça va? Bonjour, oui, la banane. La banane, très bien. Nous sommes avec Shadow. Bonjour. Et Yosei. Coucou. Alors, autour de cette table, tu es, Vincent, le spécialiste de la question, puisque tu es membre de cette société secrète. Mais est-elle secrète? On verra. Donc autour, ici, il n'y a que des purs naïfs. Ni François, ni Shadow, ni Yosei, ni moi-même n'appartenons à cette société. Donc on va te poser une batterie de questions comme ça pour voir qu'est-ce que c'est. Pourquoi est-ce que aussi la franc-maçonnerie enflamme autant... Qu'est-ce qu'il y a, Shadow, déjà? Je me demandais les limites de nos questions. Est-ce qu'on peut poser vraiment toutes les questions que l'on souhaite Il y a certaines choses que Vincent ne veut pas aborder, apparemment. Alors, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Je me suis engagé par serment, puisque je suis franc-maçon. Je ne peux pas rentrer dans le détail des rituels. Je ne peux pas vous dire qui est franc-maçon, sauf si c'est quelqu'un qui est décédé, qui était célèbre, ou quelqu'un qui s'affiche, puisqu'il y en a quand même de plus en plus qui s'affichent. Oui. Et c'est à peu près tout. Le reste, allez-y. Toutes les questions sont bonnes, y compris les plus trolls. Ça roule. Alors là, t'inquiète, on va t'en poser des questions trolls. Il va y en avoir. Alors donc déjà, est-ce que tu pourrais nous décrire c'est quoi la franc-maçonnerie? Est-ce que tu as une historique à nous faire ou déjà nous expliquer ce que c'est au présent là? Qu'est-ce que c'est? Alors vraiment en 2 mots. Alors déjà, c'est pas une société secrète. N'en déplaise à beaucoup de gens. Tout de suite, quoi. Et les hommes lézards, alors? On y reviendra. J'en ai déjà trop dit. C'est une société discrète. C'est-à-dire que il faut savoir que dans certains pays, aux États-Unis par exemple, les francs-maçons ont sur leur carte de visite le fait que ce sont des francs-maçons. D'accord. En France et dans d'autres pays, en Europe en général, c'est un petit peu plus discret parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale qui est passée par là et qu'au même titre que les juifs, les homosexuels, les tziganes, les francs-maçons ont été déportés. D'accord. À l'époque, il y avait des listes de francs-maçons et depuis que la franc-maçonnerie existe, il y a une constante, c'est que les dictateurs interdisent tout de suite la franc-maçonnerie. Dès D'accord. qu'ils arrivent. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ils le font? Moi, j'en ai une à te proposer, mais j'ai la sensation que c'est parce qu'en fait, vous êtes des gars qui vous rassemblez pour discuter et pour penser. Et que dans le fond, un dictateur, ça le fait fondamentalement chier, ce genre de pratique, tu vois. C'est en grande partie ça. Je pense que les membres de la cellule seraient aussi déportés, en un sens. On est aussi des mecs qui se rassemblent pour discuter. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bah oui, tout à fait. Mais comme c'est nous, les futurs dictateurs, tu vois, on a moins de soucis à se faire. Coup, voilà. C'est ça. Donc, à moins qu'on arrive en premier. C'est pas que les francs-maçons, ils veulent diriger le monde. Nous sommes en concurrence. Donc globalement, pour parler de la franc-maçonnerie, il y a 2 origines. La première, qui est une origine symbolique, on va dire, d'accord, où on fait remonter la franc-maçonnerie à l'époque du temple de Salomon, voire même, pour certains, avant ça.
Et il y a des origines plus terre-à-terre, dont on peut parler plus simplement. En gros, ça vient d'Angleterre. En 1723, il y a un pasteur, le pasteur Anderson, qui faisait partie de divers clubs et qui décide de rédiger les constitutions d'Anderson, qui sont le premier texte qui crée la franc-maçonnerie. D'accord. On est en 1723 dans un pub, il se réunit avec d'autres nobles. Et à la base, la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui est plus ou moins réservé aux nobles. Alors, ça l'est pas dans les textes, mais il n'y a que des nobles qui y participent. D'accord, ok. En 1738, il fait un acte 2, il réécrit ses constitutions pour élargir un petit peu l'assiette et permettre aux gens du peuple, en fait, d'y adhérer. Il y a quelques restrictions. Il faut être libre et de bonnes mœurs. Il faut l'entendre à l'époque, entendre ce terme à l'aune de l'époque. Donc libre, ça veut dire ne pas être un esclave et ne pas être une femme. Désolé. Ah. Et de bonnes mœurs, c'est-à-dire qu'il J'avais posé la question, justement. il ne faut pas être connu comme étant quelqu'un de ce que la société victorienne considérait comme déviant. Donc on rappelle peut-être qu'en 1738, effectivement, le statut de la femme fait qu'elle n'est pas considérée comme libre parce qu'il n'y a pas encore cette émancipation de la femme. Aujourd'hui, évidemment, la femme pourrait faire partie de loges maçonniques. En fait partie. Et donc pas déviant, donc par exemple pas homosexuel à l'époque. Ah non, surtout pas. Voilà, Ouais, voilà, c'est surtout pas. dans l'idée. Donc c'est vraiment, ça varie en fonction du contexte, quoi. Je veux dire social Tout à de fait. l'époque. Et j'irais même jusqu'à dire qu'une des obligations, c'est de croire en Dieu, à l'époque. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il y a quelque chose que Vincent. dont peu de gens ont conscience, c'est qu'il n'y a pas une franc-maçonnerie. Il y a des francs-maçonneries. D'accord. La franc-maçonnerie, c'est une société qui se veut discrète, qui a pour but l'amélioration du monde. Mais on pense que pour améliorer le monde, il faut commencer par s'améliorer soi. Donc en franc-maçonnerie, on travaille sur nous. D'accord. Et à force de m'améliorer, je vais rayonner et je vais amener à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, je vais aussi améliorer les gens autour de moi et, à terme, l'humanité. Je ne suis pas franc-maçon, Yosei. Arrête de me regarder comme ça. Ce type Ouais. est venu parce qu'il dit oui, Romaric, quand même, tu dis des trucs qu'on dit un peu chez nous, là, donc faudrait peut-être que. Voilà. Mais je ne suis pas franc-maçon. Hein. J'admire Mozart, c'est vrai, mais je ne suis pas franc-maçon. Donc, Au niveau de la... améliorer soi-même, c'est améliorer le monde. Et ça, c'est intéressant parce que ça présuppose déjà d'une certaine idéologie et ça ne m'étonne pas que la franc-maçonnerie, du coup, soit née en Angleterre parce que ça présuppose une idéologie un peu libérale quand même, tout ça. Ça suppose que l'être individuellement est libre, que l'individu est libre et donc il peut s'émanciper seul en dehors de toute structure sociale. Donc effectivement, je me rends compte que la franc-maçonnerie est engagée dans sa constitution même, si j'ose dire, dans ses termes mêmes, par une certaine forme de libéralisme. Chez moi, c'est pas un gros mot. Hein, chez nous non plus. Ah, voilà, donc voilà, je sais que pour beaucoup, ultralibéralisme, là par contre, ça devient un peu un gros mot même dans ma bouche. Mais le libéralisme à l'origine, c'est une théorie développée par notamment des anglo-saxons comme alors là, il nous faudrait notre Fabien National. Adam Smith, non. C'est qui déjà? C'est Mill, il me semble, à l'origine. Alors, je n'ai pas fait de recherche, j'aurais dû. Tiens, je vais les faire pendant que tu parles, pour être sûr de moi. Mais en tout cas, voilà, le libéralisme, c'est une idéologie qui naît en Angleterre, et donc ça ne m'étonne pas du tout que la franc-maçonnerie soit née Et dans qui les pays donc, anglo-saxons. pour les niais comme moi, consiste globalement à penser qu'on n'est pas complètement déterminé par son environnement social. C'est à peu près ça. Bah, Pour résumer très très succinctement. Le libéralisme suppose que l'individu qu'on est peut s'en libre. émanciper. Est Voilà. libre. C'est-à-dire que... Mais finalement, ça s'appuie aussi un petit peu sur le cartésianisme. Descartes dit, voilà, on peut tout me retirer, le monde peut être une illusion, même manipulé par un malin génie, c'est-à-dire que Dieu lui-même peut être un salopard. Il y a une chose qui est certaine, c'est que moi, je pense. Parce que même si
tout est là pour me tromper. Il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je suis là, puisque je suis justement l'être qui est trompé. Donc ça suppose qu'il y a un être qui préexiste même à l'univers tout entier et qui lui est libre, tu vois, de croire ou de ne pas croire, de s'émanciper ou non. Donc si tu veux, le libéralisme trouve même son fondement déjà chez René Descartes. Mais il aura ses véritables théoriciens, ses véritables penseurs dans les pays anglo-saxons. Donc, mais ça, tu vois, je sais pas si tu avais fait déjà ce rapprochement entre la franc-maçonnerie et le... Non, jamais vraiment. Moi, je suis dans une franc-maçonnerie qui est assez éloignée de celle-ci. D'accord. Dans un autre courant, on va dire. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je ne parle pas au nom de la franc-maçonnerie. Je parle en tant que franc-maçon. D'accord. C'est quand même très différent. Évidemment. Évidemment. C'est important. Alors... Alors, donc on a parlé un petit peu de l'histoire. Tu nous as dit aussi, aujourd'hui, il n'y a pas une franc-maçonnerie, il y a des francs-maçonneries. Alors évidemment, tout le monde a, je pense, les gens qui se sont peut-être un peu déjà renseignés sur la question, mais on allait voir sur Internet suite à la vision de ce sujet de podcast, ont peut-être découvert qu'il existait des loges. Oui. C'est ça, les différents types de franc-maçonnerie ? Tu peux nous en dire plus ? Les obédiences. Ah, les obédiences. Diverses obédiences, pour en citer quelques-unes, il y a le Grand Orient de France, en France essentiellement, le droit humain, la Grande Loge française, la Grande Loge nationale, oui, la Grande Loge nationale, et chacune a ses spécificités. Donc, alors tu nous les répètes, il y a la loge du le Grand Orient, le droit humain, Grand Orient, je note en même temps, droit humain, d'accord. La Grande Loge, oui. Grande Loge nationale, d'accord. Et il y en a divers autres. Il y a Memphis Misraïm, il y en a beaucoup. D'accord, oui. Toutes ces obédiences sont réunies quand même sous une pensée commune, qui est que, en travaillant sur soi et en s'améliorant, on est capable d'améliorer notre entourage et par ricochet l'humanité. D'accord. Voilà. Autre chose qui nous réunit tous, c'est le côté profondément républicain. Toutes les francs-maçonneries sont républicaines et ont un mode de fonctionnement républicain. D'accord, ça c'est intéressant. Donc vous avez un président, vous fonctionnez comme une association loi 1901 ? Exactement. Il y a un président, un secrétaire On fonctionne comme des associations. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup d'échelles. Donc il y a toutes ces obédiences. Chaque obédience a des loges. Les loges, c'est un groupe de francs-maçons qui se réunissent, qui vont dans un temple et qui se réunissent pour travailler. D'accord. Donc un temple, c'est juste une pièce dans laquelle ils se réunissent en fait. Alors il y a peut-être des codes, mais il y a peut-être. Oui, non, globalement c'est ça. Il y a ce fil à plomb qui est là. En fait, il y a beaucoup de symbolisme. C'est dans notre méthode, il y a du symbolisme. On en discutera après. Voilà. Ok. Donc des gens se réunissent dans un temple. On appelle ça une loge. Voilà. Et les loges sont soumises à des obédiences. D'accord, ça, je vois bien. Voilà. Alors on remonte. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que aujourd'hui, la franc-maçonnerie est ouverte aux femmes, y compris aux homosexuels, y compris à tous ceux envers qui c'était fermé à une époque. Les seules choses qu'on nous demande, et c'est pas toujours vrai, c'est d'éviter les extrémismes quels qu'ils soient, religieux ou politiques. D'accord. On n'est pas censé discuter, du moins chez moi, je connais pas parfaitement toutes les autres obédiences, mais de politique ou de religion. On peut en parler, mais on ne peut pas, débattre de ça. Est-ce que tu connais la raison, est-ce que tu as une idée, on va dire, toi, est-ce que tu as un point de vue, des raisons qui poussent les loges, on va dire la franc-maçonnerie, en règle générale, à ne pas aborder ces sujets ? Oui, la bonne entente. Donc quand on dit faut pas parler de politique à table, ça fout la merde. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, quoi. C'est ça, et c'est surtout... il y a une notion dans mon obédience, donc moi j'appartiens au droit humain, qui est une obédience mixte déjà. Toutes les obédiences ne le sont pas. Il y a des obédiences qui se réunissent entre hommes, des obédiences qui se réunissent entre femmes, des obédiences mixtes. Il me semble que le Grand Orient, par exemple, c'est que des hommes. Ils sont mixtes, mais ça a été un peu contraint et forcé. Ça a été suite à un procès par rapport à un transgenre. D'accord. Qui a dit, voilà, j'étais un homme, aujourd'hui je suis une femme, est-ce que vous allez m'accepter ou non ? Et ils ont dit, bah oui, tu es toujours notre frère, puisqu'on est frères, franc-maçon. Bien joué, mec. Et voilà. Oui, il a un peu trollé le système.
Mais ça a marché. Ça, il a géré. Il faut savoir, donc, je vais parler plus spécifiquement du droit humain parce que je veux pas froisser qui que ce soit et c'est l'obédience à laquelle j'appartiens et que je connais. Bien sûr. Le droit humain, on a été créé en France conjointement par un homme et une femme au 19e siècle. Donc déjà à l'époque, des femmes... et on était la seule obédience à accepter les femmes à l'époque. Il en est fier. Ah, ça se sent qu'il en est fier. Eh ben oui. Alors Eh là- ben oui. On est une franc-maçonnerie universelle, c'est-à-dire qu'on a des loges dans pratiquement tous les pays, en tout cas tous les continents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des loges qui se réunissent dans des pays où c'est très compliqué, beaucoup plus qu'en France, comme la Russie, comme... j'ai entendu dire qu'il y avait une loge pionnière, donc une petite loge qui se réunit en Syrie. Ça doit pas être simple pour eux. En tout cas, beaucoup moins que pour nous. Beaucoup de femmes au droit humain parce que c'est le premier endroit où les femmes ont été acceptées. Donc, forcément, elles sont venues en masse. Moi, ma démarche, elle a été de me dire je vois pas pourquoi je me priverais de l'opinion de 50% des gens. Un peu plus de 50% d'ailleurs, avec les femmes. Donc, il faut être confronté à des hommes et des femmes. Voilà, C'est tout simplement. logique. C'est logique. Est-ce que vous avez des domaines de travail particuliers? Alors, le droit humain, tu vois déjà, quand tu dis ça suppose qu'il y a quand même un axe de recherche. Le Grand Orient, est-ce que ce serait des choses liées à la spiritualité d'Orient? Je sais pas, j'y connais rien. Hein. Je me dis, tiens, c'est marrant, dans les noms, tu vois, la grande loge nationale, est-ce qu'elle est plus liée à ce concept de nation? Est-ce qu'il y a des grandes lignes d'attaque ou est-ce que vous traitez de vraiment tous les sujets? En fait, je suis Michael, désolé, je Château. vais couper un petit peu ta question, mais avant qu'on parle des... Si vous avez des questions, il faut les balancer. Tout à fait. Avant qu'on parle des thèmes de travail, etc., on était à qui participe, qui peut entrer, etc. Il y a une question logique, moi qui me vient tout de suite. Et si je veux devenir franc-maçon? On est dans qui participe. Bien sûr. Donc, Alors, c'est quelque chose qui est très simple. Il faut aller sur Internet, regarder ce que sont les obédiences, trouver celle qui convient le mieux, et à partir de là, envoyer un courrier en disant, voilà, je souhaiterais adhérer. Après, la franc-maçonnerie est souvent comparée à une secte. Voilà, c'était la question, c'est tout ce qui J'ai bien tourne compris. autour de l'adhésion à la Je vais franc-maçonnerie. dire Parce un que si truc, on cherche tu sais- franc-maçon sur internet, on risque quand même de trouver des trucs qui doivent s'éloigner un peu de la vérité aussi, non? Mis à part le sacrifice les nuits de pleine lune de jeunes vierges, sinon on fait rien de C'est pour trop... ça qu'ils voulaient pas parler des rituels. D'accord. Ok. Non. C'est surtout pour ça qu'ils acceptent les femmes, du coup. Ça fait de la matière à C'est plus sacrifier. pratique. Non, en fait, on est l'antithèse de la secte. C'est-à-dire qu'une secte, c'est facile de rentrer, difficile de sortir. Chez nous, c'est difficile de rentrer et très facile de sortir. Pour rentrer, tu dois écrire un courrier ou être recommandé par un membre, quelqu'un qui connaît. Et à partir de là, tu vas être enquêté. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens de la loge dans laquelle tu veux rentrer qui vont te poser des questions très précises. C'est pas des questions au hasard, c'est des questions figées. Il va y avoir un compte-rendu qui va être fait sans ta présence dans la loge, et la loge va voter, savoir si on t'admet ou pas. Après plusieurs séries de votes, tu es soumis... Trop âgé. Il est trop âgé pour rentrer en maçonnerie. Ah, alors c'est plutôt trop jeune, Ah, la ouais. franc-maçonnerie, il y a quand même... J'ai 39 ans, je suis pas le plus jeune de ma loge, mais pas loin. Il y a une personne de plus jeune que moi, D'accord. sur environ 40 membres. Donc ensuite, il va y avoir le passage sous le bandeau. De quoi, qu'est-ce qu'il y a François, qu'est-ce qui se passe? C'est raté pour moi. Je vais devoir oui, attendre ça- combien de temps, hein? Demande. Tu pourras rentrer. Il y a des gens qui rentrent en franc-maçonnerie à 18 ans. C'est plus une question de personnalité que d'âge. Attendre la fin de ce podcast pour me faire une idée. Pour prendre tes billets. Viens, tu verras, on est sympa. Non, mais après... Ouais, c'est intéressant. Globalement, à l'issue de cette enquête, il y a ce qu'on appelle le passage sous le bandeau, qui est quelque chose d'assez connu. C'est un moment où tu rentres dans la loge sans rien y voir, sans voir les membres, et on te pose des questions auxquelles tu réponds ou pas.
puisque tu as le droit, on te le précise, que tu as le droit de ne pas répondre. Les questions sont posées vraiment dans le but d'approfondir les enquêtes, si quelqu'un a un doute ou si on veut savoir un peu plus qui tu es. Et suite à ça, tu peux rentrer. Il y a un nouveau vote et puis tu peux rentrer. Ou pas. On a coutume de dire que la loge est souveraine et que la loge se trompe jamais. C'est-à-dire que quand il y a une quarantaine de personnes qui votent, on a tendance à dire qu'on se trompe rarement sur si une personne est faite pour ça ou pas. D'accord. C'est Voilà. marrant. Par contre, pour sortir de la franc-maçonnerie, 2 solutions, enfin 3 en réalité, bon, mourir, hein, ça, voilà. Ne plus y aller, hein, ça marche bien. Et on n'envoie pas des Yougos te casser les genoux ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Et la 3e, c'est envoyer une lettre recommandée au président de l'atelier, hein, qui est comme un président de n'importe quelle association, où on te demande de motiver, de savoir pourquoi tu t'en vas. Et puis voilà. D'accord. Alors, je vois bien le cheminement, enfin, voilà, comment dire, le rituel d'acceptation d'un nouveau membre. Et la question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que finalement, ça ne va pas à l'encontre de votre précepte qui est travaillons sur soi-même, réfléchissons ensemble. Finalement, en fait, avec tout ce rituel, vous ne formatez pas vos membres, quelque part? Alors, Vincent. C'est une question que je continue à me poser. Ceci dit, on ne refuse pas quelqu'un parce qu'il est différent de nous. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas justement à retrouver toujours le même profil. Ce qu'on cherche, c'est à exclure des profils qui, selon nous, mais on n'a pas la vérité, hein, mais qui, selon nous, ne seraient pas bons. Soit parce que la personne rentre pour de mauvaises raisons, hein, je sais pas, un journaliste qui vient faire un reportage, voilà. Soit parce que, simplement, cette personne n'est pas faite pour ça, et il n'y a rien de mal. Tu ne trouveras rien en franc-maçonnerie que tu ne puisses pas trouver ailleurs. D'accord. Donc en fait, vous ne cherchez pas des gens qui vont apporter des choses forcément à la loge. Les gens qui ont envie d'apprendre de la loge sont aussi acceptés. C'est ma question. Bien sûr. Est-ce que vous cherchez à enrichir la loge ou finalement à enrichir le futur membre? Les deux. C'est les deux. Voilà. Systématiquement, et ce qui enrichit le plus une loge, c'est la différence. Oui. Voilà, donc on cherche des gens. Ça ne veut pas dire que s'il y a un profil qui se présente qui ressemble déjà à des profils, il va être refusé. Mais par contre, un profil très différent, on a hâte de le faire rentrer parce que notre méthode, c'est ça, c'est pour travailler. En fait, je vais m'exposer, moi, auprès de mes frères, et mes frères vont me renvoyer une image de moi. Et cette image, je vais m'arranger pour qu'elle corresponde le plus possible à ce que je veux devenir. Un autre aspect, pour revenir à l'histoire de la secte, une secte procède par des dogmes. Les dogmes sont le grand ennemi de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que... C'est pour ça que vous rejetez aussi une certaine forme d'extrémisme, etc. C'est parce que vous voulez éviter que les gens arrivent avec des idées préconçues sur ce que les choses sont, quoi. C'est ça. Alors, on ne rejette pas les gens qui acceptent des dogmes, hein. Tu peux rentrer en étant catholique, musulman. Mais il faut pouvoir les réfuter. Il faut pouvoir accepter leur réfutation à un moment donné. C'est ça. Il faut être capable de discuter avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que toi. Bon, je pense que c'est pas trop limitatif non plus. Après, ça colle parfaitement à cette idée que vous êtes républicain. Enfin, que vous cherchez en tout cas à... Oui. Alors, il faut savoir que nous, nos travaux sont placés sous on va dire un slogan, hein, qui est liberté, égalité, fraternité. Ça doit vous rappeler quelque chose. Hein. Oui, d'accord. Voilà, on travaille vraiment, c'est les buts et l'orientation du travail qu'on doit avoir. D'accord. Pour nous et pour la société. Alors, pourquoi être une société discrète, alors, à ce moment-là? Pourquoi cette discrétion? Parce que la franc-maçonnerie, c'est de l'ordre de l'intime. Ah, d'accord. Notre méthode de travail fait que je vais beaucoup m'exposer. Mais exposer ce que je suis tout au fond de moi. Et je vais m'exposer à un public. Ce public, aujourd'hui on le sait, hein, on s'expose beaucoup plus facilement quand on est avec des gens qui ont la confiance. Attention, qui ont la confiance, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même opinion que nous, mais en qui on a confiance que par rapport à de parfaits inconnus. Et la franc-maçonnerie vraiment va dans ce sens-là. C'est en me plongeant vers ce que je suis au fond de moi, je vais pouvoir devenir ce que je veux devenir.
et pas ce que la franc-maçonnerie veut que je devienne. C'est très différent. D'accord, ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de volonté ou maçonnique. Il n'y a pas de volonté maçonnique à te comprendre. C'est un groupe, et comme tu l'as dit, on ne peut pas dire que... Alors, si, on Il y a des se thèses retrouve quand sur même, certaines il y a valeurs. des grandes oui. thèses quand même. Oui. Ça serait cool d'en donner quelques exemples. Enfin, les thèses telles que tu les perçois, ce sera toujours, de toute façon, hein, ce podcast sera toujours la franc-maçonnerie telle que Vincent se l'imagine, telle que Vincent l'a vécu, etc. On n'est pas, encore une fois, mais par exemple, quelles sont les grandes thèses que tu as identifiées au sein du droit humain? L'essentiel, c'est l'homme et la femme sont non pas égaux, mais équivalents. Hein, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Il est important de faire progresser partout sur un plan universel nos valeurs qui sont liberté, égalité, fraternité et république. Et puis globalement, c'est la seule chose que partagent toutes les loges. Après, chaque loge a son petit dada, hein, puisque c'est un groupement. Donc chaque loge a ses petites habitudes, son petit credo. Et donc du coup, vous êtes... alors c'est là que je vais poser une question qui peut-être va rentrer, je vais peut-être mettre les deux pieds dans le plat, mais est-ce que tu penses que la franc-maçonnerie c'est un lobby? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Parce que quand tu dis que vous travaillez sur l'égalité de l'homme et la femme, la progression, le progrès de la société républicaine, etc., ça implique forcément, à mon avis, à un moment donné, de votre part, des actions qui vont influencer des entités, des associations, des États, des personnes, vers le choix d'une société républicaine, etc., etc. Et donc la question c'est, est-ce que c'est un lobby? Si oui, comment vous faites pour exercer vos pressions, s'il y en a, etc., etc. Ça, c'est des questions qu'on pose souvent. Hein. Oui, clairement. Là, oui, chez le journaliste nous sommes un Bazar. lobby. On n'a pas honte de le dire. Ouais, voilà, c'est ça. À l'américaine, quoi. C'est-à-dire, Alors, non. En France, il y a une république, hein, qui était la Troisième République, qu'on a nommée la République maçonnique, sous laquelle les francs-maçons avaient énormément de pouvoir. D'accord. Et en gros, pour faire partie du gouvernement, il fallait être franc-maçon. D'accord. Pour schématiser, c'était pas tout à fait vrai, mais voilà. Aujourd'hui, on fait du lobby, on essaye de pousser nos idées, mais on les fait comme n'importe quel citoyen peut le faire, ou n'importe quelle association, plus exactement, c'est-à-dire par voie de courrier, par voie de... Ouais, La seule différence, c'est qu'on est à réfléchir sur les mêmes sujets en même temps. D'accord. Ouais. Chaque franc-maçon fait entendre sa voix. C'est-à-dire qu'une question est posée à la loge, une par an, la loge travaille dessus et envoie un compte-rendu à la région, qui fait une synthèse de toutes les opinions de la région, envoie des comptes rendus au niveau national qui font des synthèses, et ces synthèses sont remises à tous les députés. Et généralement au gouvernement, alors soit à l'ensemble, soit aux ministres concernés, soit... On n'a pas plus de poids que ça. D'accord. C'est un peu comme si la cellule ici, donc on prenait tous les membres de la cellule et chaque fois qu'on faisait des analyses, par exemple en disant, en fait, le pouvoir politique, c'est un peu comme un maelstrom ou c'est du jeu de rôle. On écrivait une lettre tous ensemble, on se mettait tous ensemble, on écrivait une lettre et on l'envoie au Parlement, quoi. C'est ça. exactement ça. D'accord. La seule chose, c'est que traditionnellement, on est écouté parce que les politiques connaissent quand même le mouvement franc-maçon, savent qu'on essaye de s'opposer, on prend le temps de réfléchir, hein, c'est pas des choses, et ils savent surtout, il faut être honnête, hein, qu'on est à peu près 1 million, donc 1 million à penser à peu près la même chose. Et qu'est-ce que tu sais de la cellule exactement? Je crois que t'es pas très bien informé en fait. En fait, c'est c'est la cellule qui fait de la pub à la franc-maçonnerie là. T'en as conscience? J'en doute pas. Hein? J'en doute pas. D'accord, parce que j'ai l'impression que tu dis oui, sauf que nous on est organisés, nous on est des millions, mais alors j'ai pas dit nous on est organisés. Tu sais pas tout. Nous on est 1 million. C'est très discret nous. Alors donc donc du coup voilà, vous n'exercez pas de pression autre que individuelle. Vous êtes des gens, vous êtes nombreux, vous envoyez des courriers, vous mettez d'accord sur les courriers, vous envoyez ce qui fait masse quand même, tu vois. C'est-à-dire que c'est quand même ça le truc, c'est vous savez vous rassembler pour faire une action, tu vois. Et vous avez quand même une force collective. Hein? Oui, et d'autant plus que c'est inscrit dans notre ADN, sans mauvais jeu de mots, hein, avec ce podcast. C'est-à-dire que vraiment tous les ans, on travaille sur une question sociale, et tous les ans,
toutes les loges remontent la réponse qu'elles ont trouvée à cette question. Et à chaque fois, des synthèses sont faites. Alors évidemment, c'est des synthèses, donc des synthèses de synthèse de synthèse. Donc il y a quand même des choses qui se perdent. Mais vraiment, la substantifique moelle, en général, est remise. Et on est de moins en moins souvent écouté, malheureusement. Mais on a quelques belles réussites. Yosein, C'était justement ma question. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir toujours un impact sur le gouvernement ? Est-ce que vous voyez des choses qui peuvent se passer, qui peuvent venir des lettres, des synthèses que vous leur faites ? Oui, je pense que oui, mais clairement, un impact, c'est un grand mot, quoi. On n'aura jamais l'impact des lobbies pétroliers ou des lobbies du tabac, mais je pense, oui, qu'on est quand même écouté. Ça ne veut pas dire... Et comment gérez-vous le fait que ce lobbying, ce soit en fait la première chose que l'on vous reproche ? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Là, tu nous présentes les choses. Moi, ça me paraît très intéressant. Voilà, ça me questionne. Il y a quelques années, j'ai été en contact aussi avec une personne franc-maçon. Et quand j'en ai parlé à mes amis, tout de suite, on m'a dit « Oh là là, tu te rends pas compte ?» Enfin, il y a des préjugés qui sont ressortis, et l'un de ces préjugés, c'est votre lobbying, en fait. C'est ça. C'est de toute façon, c'est tous des francs-maçons qui nous dirigent, etc., comme on peut l'entendre pour d'autres communautés. Pour moi, Vincent. C'est mon opinion, mais ça vient de deux choses qui sont... le fait qu'on fasse du lobbying, c'est vrai. Il y a des gens à qui ça plaît pas. C'est vrai aussi. Je le conçois. Mais on n'a pas la prétention d'avoir la vérité. Mais on pense qu'1 million de cerveaux qui réfléchissent sur le même sujet, ça donne au moins une opinion écoutable. Après, ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Et on n'a jamais cette prétention. Et la deuxième, c'est la Seconde Guerre mondiale, où c'est quelque chose qui a été très important. Le complot judéo-maçonnique, tout le monde en a entendu parler, très à la mode sur Internet, c'est une invention d'Adolf Hitler. Et qui avait notamment fait un film... qu'on trouve facilement sur Internet, qui est absolument grandiose. Adolf Hitler donc, s'en prenait évidemment aux Juifs, mais comme tout dictateur qui se respecte, il s'en est pris beaucoup aux francs-maçons. Et du coup, il fallait expliquer, alors que les francs-maçons à l'époque ne se cachaient pas, se montraient, le revendiquaient même souvent, il a fallu leur expliquer que, attention, les francs-maçons, c'est dangereux parce qu'ils sont alliés aux Juifs pour dominer le monde. Il n'y a jamais eu de preuve. Je reviens juste sur le chiffre que tu mets en avant à chaque fois de 1 million de francs-maçons en France. Alors, j'avais aucune idée du nombre de personnes. C'est approximatif. Ça me paraît beaucoup, ça me paraît un chiffre assez élevé. Est-ce que vous n'avez pas un chiffre précis ? Parce que même toi, tu me dis c'est approximatif. Non. On n'a pas de chiffre précis. Et qui vous donne probablement. C'est moi qui n'ai pas été le chercher. C'est les obédiences. D'accord. C'est des associations auxquelles tu adhères. Donc, je crois que les chiffres sont publics, puisque je sais qu'il y a justement des sommes d'argent qui sont allouées en fonction de la position en fait, des différentes loges en termes de quantité de personnes. Donc il doit y avoir des chiffres qui sont rendus publics, tu vois. Il doit y avoir l'État doit contrôler en fait. 1 million de personnes, ça représente combien de pourcents de la population ? Enfin, ça me paraît énorme. Un soixantième. Je pensais pas qu'il y avait un peu moins même. Attends, c'est un grand chiffre quand même, non ? Enfin, une personne sur 60, non ? C'est personne moi sur qui 60. tombe des nues naïvement. Attention, parce que je soupçonne, c'est un peu comme... Il faut voir les chiffres selon les manifestants, puis les chiffres selon la police, tu vois. Je soupçonne les loges un peu ma question, de faire du trafic de chiffres, c'est-à-dire que comme c'est intéressant pour elles quand même d'être la première loge, tu vois, le Grand Orient, par exemple, il y a eu toute une problématique autour des années... je sais plus, j'aurais dû 90. vérifier. 90, voilà, autour des chiffres, ils voulaient vraiment rester les premiers en France. Et justement, d'ailleurs, le fait que les femmes fassent partie de la loge ou pas, ça compte, parce que ça grandit les chiffres, tu vois. Donc ça peut être intéressant à un moment donné Alors, et donc, est-ce qu'ils comptent les inscrits, les gens qui se sont inscrits, ou les gens qui participent vraiment ? C'est un peu comme le jeu de rôle. On dit oui, 1 million de rôlistes. Mais c'est quoi un rôliste ? C'est un mec qui a joué une fois à D&D dans sa vie, ou c'est un mec qui joue toutes les semaines à D&D ? Et là, je me retourne vers Vincent. C'est quoi un franc-maçon ? Un franc-maçon, c'est quelqu'un qui respecte ses devoirs, qui sont l'assiduité. C'est-à-dire que si on a raté plus d'un tiers des tenues, la tenue, c'est les soirs où la loge se réunit. Si on rate plus d'un tiers des tenues,
on n'a plus le droit de voter. On est toujours franc-maçon, mais on n'a plus le droit de voter aux décisions de la loge. Parce que, étant donné qu'on n'est pas assez impliqué dans la vie de la loge, c'est compliqué de prendre des décisions pour ça. Et elles se font à quelle fréquence à peu près Ah oui, c'est ça les questions. Bimensuel à peu près. Bimensuel. Ok. Voilà, tous les 15 jours. Un soir, tous les 15 jours. Alors, il y a des loges de jour, il y a des loges, voilà. Il y a des loges qui se réunissent plus rarement. Moi, ma loge, on travaille à peu près tous les 15 jours. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Donc, si tu n'es pas assidu, il y a un moment donné, on va te dire, bon, écoute, Pépère... On va essayer de savoir s'il y a un problème. Moi, actuellement, j'ai une nouvelle activité professionnelle qui fait que j'ai beaucoup de mal à être assidu. Ouais. 2-3 fois, on est venu vers moi en me disant il y a un souci avec nous. Donc, je leur ai expliqué que je suis commercial, j'ai 17 départements. C'est pas toujours évident d'être là le soir, le bon soir. Et ça pose aucun problème. J'ai toujours le droit de vote, mais j'ai pas raté un tiers des tenues. D'accord. Voilà. Ça, c'est intéressant. Cette phrase est très parlante. Il y a un souci avec nous. Quand tu l'as dit, j'ai eu l'impression de même ceux qui sont francs-maçons ont peur de l'image qu'ils renvoient finalement. Enfin, moi, dans cette phrase, j'ai vu une sorte de peur, De crainte. Enfin, tu vois ce que T'as je quel veux âge dire. J'ai 38 ans. 38 ans, donc tu as vécu en plein. Ça fait longtemps que tu fais du JD. Un petit peu, oui. Tu as vécu en plein Ouais, l'époque. Dumas et tout ça. Attention, jeu dangereux. Exactement. Tu vois exactement ce que je veux dire. D'accord. On Donc, oui. Non, mais la question, voilà, c'est est-ce que ceux qui sont Ça francs-maçons aujourd'hui sont toujours travaillés par cette peur, comme les rôlistes l'ont été un petit peu à la période jeu dangereux. Et donc, tu confirmes qu'effectivement, vous essayez quand même de faire attention à l'image que vous renvoyez. Et ça sous-entend une autre question. Est-ce qu'il y a des obligations en dehors des réunions, dans sa vie personnelle, que la loge impose? Enfin, je sais pas si j'ai bien formulé, mais Oui, tu vois ce alors que je c'est d'être libre et de bonnes mœurs. C'est-à-dire que Ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on- Non. Sachant, juste d'après ce que j'ai compris, que quand même l'expression de bonne mœurs a évolué depuis 1738. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, on peut être homosexuel et franc-maçon, il y en a Et- plein. On Ouais. peut être femme et franc-maçon. Et libre, du coup, C'est maintenant, intéressant. j'imagine que pareil, la définition a changé. Libre, c'est-à-dire que si un franc-maçon se voyait impliqué dans une histoire et devait être condamné, Ah oui, libre, c'est libre au sens libre carcéral. dans quel sens? Au sens carcéral, mais ça va plus loin que ça. En fait, il faut savoir qu'il y a des tribunaux maçonniques et que à partir du moment où tu es poursuivi en justice, au pénal, hein, évidemment, pas au civil, parce que voilà. Ouais. Mais- T'as le droit d'avoir mal mis ta bordure de jardin, tu vois. je veux dire, Oui, c'est pas- voilà. Mais sinon, tu peux passer devant ce tribunal maçonnique et tu peux être exclu pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Tu Ouais. peux, c'est-à-dire que c'est pas automatique. Bah, ça dépend ce que tu fais. Si tu as... Mais en fait, ma question, elle est sournoise parce que je me fais souvent l'avocat du diable. Je vais toujours chercher, même des choses que je pense pas, mais je vais toujours chercher la question un peu sournoise. Ma question, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, je suis extérieur aux francs-maçons, on se dit, oui, manigance, des trucs politiques, tu vois, enfin, tu vois lequel je Mais me oui. mets dans ce personnage. Très bien. Et là, tu me dis, oui, tu peux passer devant ce tribunal. C'est-à-dire que si un politicien, en fait, un petit peu véreux, qui a 2-3 affaires qui lui collent au basket, il peut quand même rester franc-maçon parce que ce tribunal va pas... Voilà. Je sais. Est-ce que finalement ça correspondrait pas un peu à la justice, à notre justice à nous? Exactement. Et on a exactement les mêmes travers, à tel point qu'on y réfléchit beaucoup en ce moment. Vraiment, pour de vrai. Parce qu'il n'y a pas de choses automatiques. C'est-à-dire que ça dépend de chaque loge. Il y a des affaires célèbres en franc-maçonnerie, hein, vous en avez tous entendu parler, le Point aime bien. Il y a une affaire notamment très célèbre, la loge Pie II en Italie, accessoirement qui a initié Silvio Berlusconi, D'accord. Ouais. pour Est-ce lequel que il y a tu- eu des morts. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de cette affaire, peut-être parce Alors, que là, je l'affaire de la comprends. loge Pie II, je ne suis pas du tout un expert, mais globalement, c'est une loge qui Rapide, a... hein. Je te demande pas d'être expert, je te demanderai de nous expliquer rapidement ce qui se passe. parce que- Globalement, c'est une loge qui a laissé de côté la franc-maçonnerie et qui est devenue un club d'apporteurs d'affaires et... Un Rotary, quoi. Ouais, ça a l'air beaucoup plus loin que ça quand même. C'est-à-dire que c'était illégal. Il y a le banquier du Vatican qui est mort à cause de cette histoire. Ah, c'était Il y a- presque une mafia économique. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Leur Mafia but financière. était de diriger l'Italie, réellement, de Mm. créer... Ah bah ça, c'est la cellule. Bah voilà, ça ressemble Voilà, plus déjà c'est à ça. ce qu'on fait. Ça.
Sauf que quand on sera au niveau de... Et elle existe encore, on peut s'inscrire ou... Non, elle a été dissoute. C'est ce qui s'appelle des loges sauvages quand même. Donc c'est des loges qui ne sont reconnues par aucune obédience. D'accord. Ok, et donc du coup, oui, là, il y a eu des meurtres, il y a eu des crimes de commis, vraiment, des crimes d'argent, des crimes, même des meurtres. 200. Enfin, voilà, 200, il y a eu des morts. Donc du coup, d'accord, là, qu'est-ce qu'il y Du a coup, j'ai une question. Il y a une sorte de police de la franc-maçonnerie pour surveiller ces loges sauvages? Oui. Une surveillance? Alors, en fait, sans une rentrer loge, dans les détails, je veux pas... une loge doit être affiliée à une obédience et doit respecter le règlement de cette obédience. À partir du moment où cette loge ne le respecte plus, elle est exclue de l'obédience. Les obédiences, quand même, il faut savoir qu'on communique entre nous. Donc, quelqu'un qui est une loge qui serait exclue d'une obédience, toutes les loges autour, mais géographiquement, de toutes les obédiences seraient au courant. Et seraient au courant que c'est des gens qui ne sont pas très fréquentables. Ceci dit, pour être exclu, il faut quand même en faire. Bon, quand on arrive au crime de sang, etc., là, ça va. On est au niveau où... C'est bon. Mais c'est pas parce que tu dis je suis pas d'accord que tu vas être exclu, par contre. Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, non, c'était pas ma question. C'était plus, voilà, la franc-maçonnerie se méfie de l'image qu'elle renvoie. Est-ce que, du coup, elle est plus attentive Quand je dis de la police, c'est un bien grand mot, mais est-ce que, voilà, il y a des personnes dans chaque loge qui sont affiliées un petit peu à veiller à ce que tout aille bien. Oui. Voilà, je parle pas de Gestapo, attention. J'aimerais vraiment que le podcast s'oriente, parce que, bon, là, on fait un peu des... Enfin, pas des procès, mais on essaye de mettre, tu vois, c'est normal. On parle de franc-maçonnerie, et je veux dire que... Tu parles du regard que les gens ont sur la franc-maçonnerie. Mais c'est important. Mais c'est essentiel. Important. Alors moi, ce que j'aime pas, justement, quand on aborde ce sujet, c'est qu'on a tendance à parler du regard que les gens portent sur la franc-maçonnerie. Mais ces gens, ils n'y sont pas. Ils savent pas vraiment ce qui s'y passe. Mais en même temps, c'est de leur faute. Hein. C'est de votre faute, Vincent. Vous ne vous rendez pas accessible. Mais ce qui serait cool, justement, Shadow, dans ce podcast, c'est qu'ils nous disent ce qui se passe, tu vois. Plutôt que de... Tu vois ce que je veux dire? Essayer de l'interroger. Oui, mais la police et tout en ça, fait, j'ai besoin tient. de poser ces questions dans un sens où, depuis le début, on parle, et j'ai l'impression que c'est tout beau, tout rose. Enfin, il y a quelque chose de très intéressant dans ta façon de présenter les choses, etc. Je trouve que c'est assez intelligent. Je vois pas de... En fait, tu suspectes quelque chose. Exactement. Il y a un moment, je me dis, alors pourquoi dans la pourquoi tous pensée les théoriciens collective. du complot, pourquoi est-ce que tout le monde a peur de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur. Bien sûr. En fait, avec mes questions pernicieuses, j'essaye quelque part de l'aider, enfin de désamorce les trolls. Peut-être, mais je trouve ça étrange ton discours et ce que moi j'en ai entendu parce que je suis complètement extérieur. Et du coup, tu vas finir par nous parler de ce qui s'y passe. Parce que voilà. Et je pense qu'il est temps de désamorcer d'abord ces choses. Et puis comme ça, mais je trouve ça intéressant. Moi, j'ai des idées en fait là-dessus, tout simplement. Je pense tout d'abord que la franc-maçonnerie a tout intérêt à garder cette dimension de mystère, de discrétion, parce que d'élitisme. Ça va amener des gens curieux qui ont envie de réponses à aller vers eux. Et je pense que des gens curieux qui ont envie de réponses, qui se posent des questions, ça reste des gens intéressants pour mener une réflexion quelle qu'elle soit, tu vois. Donc ça, c'est rigolo, tu vois. C'est-à-dire qu'ils restent discrets. Comme ça, on se pose des tas de questions à leur sujet. Mais j'ai envie de dire sens. D'accord ? Prenons le jeu de rôle sens. Dans sens, comment est-ce que j'invite mes joueurs à se poser des questions philosophiques ? En faisant des secrets. Parce que le secret, c'est une mécanique ludique. C'est très ludique, en fait, tout ça. C'est une mécanique ludique qui invite naturellement les gens à se poser des questions. Et donc, du coup, voilà. Donc, l'hermétisme, ça peut avoir du bon de ce côté-là. La rétention-fascination, ça joue. Et moi, je pense que la franc-maçonnerie, joue aussi sur cette dimension rétention-fascination, club d'histoire. Regarde-le comme il fait remonter ça au temple de Salomon et tout, alors qu'en fait, c'est juste des British dans un salon qui discutent avec de l'alcool, hein, voilà. Et donc, du coup, mais il y a un côté... Non, j'exagère. T'inquiète. Mais tu vois, il y a un côté comme ça, un peu mythique. Et c'est bien, ça fait rêver. Il faut qu'aussi, après tout, il faut que la réflexion, il faut que la liberté, il faut que l'égalité, il faut que la fraternité, il faut que la République, ça fasse rêver. Il faut des symboles, parce que les humains ont besoin de rêver. Ils ont quand même, malgré tout, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de s'élever.
Et s'élever, c'est aussi rêver, c'est aussi penser le monde autrement. C'est ça la liberté, c'est imaginer des possibles innombrables. On en a déjà bien parlé dans ces micros. Donc pour moi, voilà, je pense qu'il y a une raison comme ça. Et puis, malheureusement, ce secret, ça attire aussi d'autres types de personnes, tu vois, qui se disent un réseau secret à la bonne affaire. Je vais pouvoir faire du business. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais pouvoir arriver, voir des hommes d'affaires influents. Ils imaginent le lobby. Là, du coup, le côté lobby, quoi, tu vois. Et puis, ils se disent, tiens, ça va me permettre d'avoir le contact de Vincent. Vincent, il va me mettre en contact avec Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi va traduire Sens en italien. Et comme il dirige le monde, puisque Vincent nous a dit qu'il... Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui vont... Donc, il y a du pour, il y a du contre, mais je pense, tu vois, et que ça doit être même en débat parmi eux, tu vois, ce côté-là. Oui, et j'irais même jusqu'à dire que je ne suis absolument pas d'accord avec toi. C'est-à-dire c'est cool. il ne faut pas garder, il faut arrêter avec cette histoire de société discrète. Donc tu défends le secret, position d'Alain Boer. Moi, je ne me cache pas, je suis franc-maçon, je me revendique pas forcément franc-maçon. Dans mon métier, j'évite d'en parler. Parce qu'il y a un côté, justement, beaucoup de gens le ressentent comme un club d'apporteurs d'affaires, un peu, et que ça, j'en veux pas. Mais par contre, si quelqu'un dans mon métier me dit « mais toi, t'es franc-maçon », je lui répondrai oui. Et je pense que au plus on va parler de nous, au moins on va continuer à se faire troller. Et donc, au moins, on sera assimilé à une secte. Au moins, parce que il faut savoir quand même, quelque chose qui se sait pas, mais si quelqu'un veut savoir ce qu'est la franc-maçonnerie, c'est tout simple. Il suffit de se renseigner et de participer à ce qu'on appelle une tenue blanche ouverte. C'est à peu près une fois par an dans les régions. Il y a une tenue qui est organisée auquel n'importe qui peut participer pour voir ce que c'est. Alors, vous n'allez pas tout voir, les parties secrètes restent secrètes. Enfin, le secret maçonnique, il est quand même très très léger. Donc vous allez voir, vous allez assister à une tenue et à une conférence en même temps, puisque c'est le but des tenues. Et vraiment, il faut y aller. J'invite tout le monde à tester, qu'on soit pour la franc-maçonnerie ou pas. C'est pas fait pour tout le monde, la franc-maçonnerie. Je fais pas du prosélytisme, mais c'est intéressant. Avant de pouvoir en parler, que ce soit en bien ou en mal, parce qu'on a le droit d'en penser du mal, c'est bien de venir et de voir ce que c'est. Avant de dire du mal du jeu de rôle, il faut avoir fait au moins une partie. Voilà, je pense que c'est la même chose. C'est comparable maintenant. La comparaison a des limites aussi. Mais je voulais aborder un deuxième point par rapport à la discrétion et tout ça. Là, c'est peut-être un peu plus tordu, mais ce serait des raisons pas sociologiques, mais de tournure d'esprit. C'est-à-dire que les francs-maçons font de la réflexion. La réflexion, ça suppose une certaine rationalité, trouver des causes. Tu vois, il y a des effets, il y a des causes. Ça suppose une certaine forme d'esprit, tu vois. Une certaine forme d'esprit très moderne. C'est-à-dire qu'il y a des explications, il faut les trouver. Il y a des preuves, on fait des constats, on fait des hypothèses, on fait des théories. Elles peuvent être faussées, etc. Bref, c'est une démarche politico-scientifique, politico-rationaliste. On voit bien... je sais pas ce que attention, quand on travaille sur un sujet, c'est... On ne ferme aucune porte. Je dis pas qu'on ferme des portes. On ferme pas, mais on ferme même pas une enquête. C'est-à-dire que... je sais pas, on va dire, alors ça fait partie des choses que j'ai pas le droit de révéler, mais on va dire qu'on travaille sur un sujet, la place de la femme en France. Ça pourrait être une question sociétale qui nous est posée. Donc toutes les loges vont travailler dessus. Donc il y a des gens qui sont dans la vie, qui sont experts sur le sujet, évidemment, qui vont avoir beaucoup de choses à dire. Puis il y a des gens comme moi, où moi je suis pas un expert, mais j'ai une opinion. Et je vais amener ce que moi je pense pouvoir amener là-dessus. Alors peut-être qu'il ne restera pas grand-chose parce que c'est sûr que l'expert qui parle sera plus intéressant que moi sur le sujet. Mais malgré tout, ma voix sera entendue au même titre que la sienne. Et je peux, moi, tout petit, je peux apporter quelque chose et je peux apporter ma pierre à l'édifice. Ce qui est un peu le but de la franc-maçonnerie. C'est une réflexion collective. Oui, je vois encore un parallèle avec la cellule dans le sens où moi je côtoie lors de podcasts des personnes qui sont très calées en philosophie, français, littéraire, etc. Au même titre que d'autres autour de cette table. Et avec nos questions un peu naïves, on ne fait pas forcément reculer le débat, quoi. Au contraire. Donc, je pense que c'est là qu'il avance le plus. Ouais.
Ça, c'est un point sur lequel on se retrouve, c'est la science ne doit plus être le fait des experts. Les experts ne doivent plus avoir le monopole des faits scientifiques. Et d'ailleurs, ils ne l'ont jamais eu. Mais il y a un moment donné dans l'opinion publique, et c'est notamment un sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Lagrange qui parle de cela dans son livre sur les ovnis que je ne cesse de citer, qui s'appelle des Shadows ovnis, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, voilà c'est ça, qui explique comment, par exemple, en décortiquant ce cas des ovnis, progressivement dans la société médiatique et la société moderne, les scientifiques ont pris une position d'experts qui les a complètement coupés en fait des amateurs. Et comment aujourd'hui les amateurs reviennent en fait sur le champ et reprennent part au débat. Et si j'ose dire, moi c'est cette vision de la science-là que j'avais envie d'encourager avec la cellule aussi, c'est-à-dire les experts côtoient des non-experts, et puis surtout les experts d'un sujet sont les amateurs des autres sujets. Par exemple, tu dis, ouais, vous êtes expert en littérature, etc. Ouais, ok, moi je suis peut-être expert en Wittgenstein, mais toi tu me fous la tôle en expertise, Shadow, sur le MMORPG, l'e-sport, puisque tu es en train de fonder une entreprise e-sport Unité qui propose des services d'e-sport. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? On est chacun expert en sa demeure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la société contemporaine, il y a les savoirs bourgeois, la littérature, tout ça, qui est placé en haut, peut-être un petit peu par l'éducation nationale, mais beaucoup par la culture populaire, en fait. Et du coup, tu as l'impression, parfois, tu te dis, ah bah lui, c'est un expert, parce qu'il est expert en littérature. Mais toi, tu es autant expert que moi dans d'autres domaines. Donc, on est tous les amateurs de quelqu'un, les experts de quelqu'un d'autre. Et je pense que justement, ce qui est intéressant dans ce que tu décris, Vincent, c'est ce côté où on se retrouve tous pour discuter ensemble avec nos différences, notre amateurisme, mais c'est pas grave. Il y a un maelstrom, vraiment qui se met en place, un maelstrom, et c'est ça, et c'est ça qui compte, et c'est comme ça qu'on fait de la transversalité et qu'on avance sur certains sujets aux endroits parfois où on s'y attendait pas. La réflexion naïve va faire que, tiens, une évidence qu'on n'avait pas questionnée va se mettre en question, et d'un coup, on va y découvrir un fondement social qu'on n'avait pas vu, ou un fondement scientifique qu'on n'avait pas vu, et on va faire une découverte. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose ? Juste, c'était un petit troll. Petit troll ? Le maelstrom créé comme ça, en franc-maçonnerie, on appelle ça l'égrégore. Je pense que ça devrait parler à quelques rôlistes. Oui, tout à fait. Je pense notamment à Thomas Munier qui a travaillé sur ces... Et puis, il me semble qu'il y a un jeu qui s'appelle L'égrégore qui est sorti récemment. Je l'ai eu entre les mains, mais je n'ai pas eu l'occasion encore de le lire. L'égrégore, c'est quoi ? Comment on pourrait... Alors, C'est exactement, mais très exactement, le maelstrom. D'accord, ok. On est plus fort à plusieurs... Enfin, on est plus fort à plusieurs. 1 + 1 n'est pas égal à 3 dans une réflexion. C'est ça, et il se passe quelque chose qui est quantifiable, qu'on ressent, du moins, c'est peut-être pas quantifiable, mais qu'on ressent, quand on est beaucoup avec une méthode assez posée, à réfléchir sur le même sujet. Alors c'est là, moi, que je vois un parallèle avec le jeu de rôle. Pas tant dans sa version sociologique, le jeu de rôle, ça a fait peur à une époque, tout ça. Non, ça, j'ai envie de dire, sociologiquement parlant, on pourrait faire une étude des deux, mais je pense pas, parce que Bon, bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Sur le parallèle sociologique qu'il y a entre JDR et la franc-maçonnerie, vraiment, je pense que ça n'a rien à voir. Mais par contre, en termes d'organisation, il nous décrit... Qu'est-ce que nous décrit Vincent depuis tout à l'heure ? Il nous décrit des rituels, des séances, en fait des parties, qui se jouent à intervalles réguliers, qui rassemblent plusieurs personnes. Chacun va avoir la parole, donc chacun va pouvoir mettre des propositions sur la table. Les autres vont pouvoir les juger. Il nous parlait de vote démocratique tout à l'heure pour élire un nouveau membre. C'est intéressant, un nouveau joueur. Nécessité d'assiduité, c'est ça. On ne peut pas planter sa table, etc. Et là, je vois, par contre... ça va beaucoup plus loin à Rome. Vas-y, beaucoup plus loin que ça. Il y a des jets de dés. C'est ça. Exactement. Non. On fait des fiches de perso avec des caracs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le temple, c'est un lieu particulier. Alors sans trop en dévoiler, des choses que tout le monde connaît, on travaille de midi à minuit. Tous les francs-maçons travaillent dans le même endroit en même temps. Ce qui veut dire que le temple, c'est un lieu quelque part magique au sens propre terme, qui est en dehors du monde, qui réunit l'ensemble des francs-maçons sur Terre. C'est-à-dire que tous les francs-maçons travaillent en même temps au même endroit et travaillent ensemble. Et là, c'est vraiment le jeu de rôle. Si on prend... tu parlais tout à l'heure, avant le podcast, de Warhammer.
pour Shadow. prendre un jeu qui est vraiment qui va loin. Vincent. On va prendre le scénar de base. Je pense que la plupart des rôlistes ont joué au moins une fois, le contrat de Holden Haller. Chaque rôliste qui a joué ça est passé par les mêmes étapes. En franc-maçonnerie, c'est pareil. C'est évidemment symbolique, parce qu'on n'est pas 100% des francs-maçons humains réunis en même temps. C'est symbolique, mais le fait qu'il y ait ça crée vraiment ce maelstrom. Et Même de l'immersion. comme dans le jeu de rôle, mais bien sûr qu'il y a de l'immersion, Ouais. à tel point qu'on dit qu'on doit laisser nos métaux à la porte du temple. Quand on rentre, on doit se dépouiller de toute notre vie profane pour devenir un autre, meilleur, un franc-maçon, mais meilleur. Et si on réfléchit, quand on commence à se mettre autour d'une table pour une partie de jeu de rôle, ben on jette un petit peu qui on est pour jouer un personnage. D'accord, ouais. On est un petit peu dans le même registre. C'est vachement intéressant. Enfin, ça, voilà. Ce parallèle-là, parce que sociologiquement, tu vois, ça n'a juste rien à voir. Enfin, je pense que c'est pas les mêmes accusations, c'est pas. Non, puis dans ce cas-là, on pourrait C'est faire pas un les mêmes parallèle avec enjeux. Tellement d'autres domaines. Bah ouais, c'est ça. Voilà, Toute c'est pas association. significatif, Toute voilà. association, voilà, c'est ça. Donc ça c'est intéressant. Et donc toi, évidemment, en tant que biclassé rôliste franc-maçon, tu fais tous les liens déjà, tu vois. Enfin, Beaucoup, à tel point j'ai d'ailleurs écrit une planche. Alors les francs-maçons travaillent sous alors c'est forme quoi de les planche. planches, ouais. Tiens, ça c'est Sous intéressant. forme de planche, c'est une rédaction qu'on fait sur un certain sujet. La franc-maçonnerie est globalement, on va rester simple, décomposée en 3 grades. L'apprenti, qui est tenu au silence, qui doit apprendre et écouter. Le compagnon qui commence à s'exprimer. Et le maître qui est censé enseigner aux apprentis, aux compagnons, et également apprendre d'eux. On peut Et- rentrer en tant que maître directement sans passer par les autres stades. Non. Pour savoir si. Il Ah y bah, a, il y a eu des cas. Ça m'intéresse. Il y a pas, eu des non. cas, mais sinon, non. Il y a des cas, Voltaire, notamment, qui a été Ah, voilà. Alors, lui, il a le initié droit. maître à 88 ans. Ah, c'est- Eh oui, mais Rome, t'es pas Voltaire. Ah merde. Je t'emmerde, mon petit vieux. Hein. Mais je le deviendrai. C'est-à-dire qu'avec moi, tu paries sur l'avenir. Après, d'ailleurs, On j'expliquerai en reparlera quand pourquoi... tu auras 87 ans. Non, mais après, j'expliquerai aussi pourquoi moi, personnellement, je ne veux pas faire partie de la franc-maçonnerie. Et puis, tu pourras me répondre et tu essaieras de me convaincre en live, si j'ose dire. Et ça va être un débat intéressant. Alors, vas-y, fais péter. Vincent, excuse-moi, je t'ai interrompu. Personnellement, j'ai fait une planche. Apprenti, Apprenti, voilà, maître, compagnon. travail Quand on est censé faire des planches, c'est des rédactions, tout simplement, qu'on va lire à la loge. Et c'est le moment où on va se livrer. Alors, suivant le grade, il y a des sujets plus ou moins imposés, mais quand on est maître, on fait un peu ce qu'on veut. C'est le bon côté. Et moi, récemment, j'ai proposé une planche qui s'appelait Sens, un jeu de rôle maçonnique. Oh merde. Cette planche, d'ailleurs, vous la trouvez pratiquement dans son intégralité sur les ateliers imaginaires, Tout à fait. Ouais. sur un poste. Rome m'avait d'ailleurs aidé pas mal pour réaliser cette planche, parce que c'était un peu un travail de titan. Ouais, c'est vraiment sympa ce que tu as fait. Et vraiment, enfin, à tel point, ça a débouché à l'intérieur de ma loge sur une probable nouvelle table qui va s'ouvrir, avec des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est le jeu de rôle, qu'avant ça, qui n'avaient aucune idée, qui n'auraient jamais approché ce monde-là. Et pas des jeunes. Il y a une personne qui a plus de 70 ans qui va jouer à Sens. Donc c'est un peu stress pour moi quand même. Hein. Compliqué de maîtriser à quelqu'un dans ces conditions, mais super intéressant. Ouais. C'est un beau défi. Pourquoi tu penses que Sens est une œuvre maçonnique ? De ce que je sais de Sens, Sens est un jeu symboliste. Ouais. Quand tu as écrit ces livres, tu as cherché à faire passer des idées et tu as utilisé un média. Et à l'intérieur de ce média, tu as utilisé des symboles. C'est exactement la méthode de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, en fait, nous fait travailler sur des symboles qui sont divers. Hein. Bon, on prend par exemple le compas. Tout le monde connaît ça, hein, l'équerre et le compas. On travaille sur ces symboles. Sauf qu'il y a une chose, c'est que ces symboles ont un sens, on va dire maçonnique. Hein. On nous explique, voilà, beaucoup de francs-maçons pensent que ça veut dire ça. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et en travaillant sur cet ensemble de symboles, tu te rends compte que petit à petit, tu travailles sur toi. Donc ça, Et tu changes. en jeu de rôle, c'est ce qu'on appelle des couleurs.
C'est-à-dire en fait, on se sert d'éléments, par exemple dans prosopopée, on utilise des paradigmes, c'est-à-dire on prend un objet qui va être l'objet de la partie. Par exemple, nous, on avait joué avec Christophe Buckley et Frédéric Sintès, on avait joué une partie dans laquelle justement on avait pris comme symbole, je crois, un sextant. Parce qu'il y a un sextant là-haut dans le bureau. Et donc on avait pris comme symbole le sextant. Et donc finalement on a travaillé notre scénar, toute la fiction de la partie autour du sextant. Et finalement c'est un petit peu ce que vous proposez de faire. C'est-à-dire c'est étudier le symbolisme d'un objet profane pour en faire un objet j'ai envie de dire de la réalité augmentée, mais je ne sais pas comment dire, l'augmenter en symbole, et de façon à parler de soi. Parce qu'à la fin, en fait, en confiant les symboles, on va parler de soi, de sa propre vision du monde. Et ça c'est vraiment intéressant, je trouve, comme débat. C'est exactement ce que tu as fait dans tes livres. Ah, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. D'accord. C'est bien aussi. Auto-promo, c'est ça? Non, mais quand on voit l'utilisation que tu fais du symbole pour interroger le joueur, enfin, l'utilisation que tu fais du symbole pour interroger le maître, et que le maître interroge le joueur par la suite, c'est tout à fait ce qui se passe en franc-maçonnerie, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais à Shadow que je ne suis pas ici pour faire du prosélytisme, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie n'a rien à apporter qu'on ne puisse pas trouver ailleurs. Il faut le savoir. Entre autres dans le jeu de rôle. Par contre, notre méthode est efficace. Après, quelqu'un qui va travailler sur lui, qui va chercher de s'améliorer, sans passer par la franc-maçonnerie, va y arriver de la même manière. Oui, bien sûr. Aussi bien. Ça va peut-être être un petit peu plus long s'il n'a pas la bonne méthode, mais c'est tout. Vous avez peut-être Et c'est toute la différence avec les sectes, les religions et autres qui sont aussi discrets ou pas, hein, qui eux disent vous trouverez ici. Moi je trouve que la comparaison de la franc-maçonnerie avec une secte, voilà, la franc-maçonnerie te demande du pognon, ça te demande d'argent. Comme tout à sauce. Ouais, d'accord. Mais c'est une inscription publique. Alors, moi, je vais être clair. Alors, ça, c'est très, très différent suivant les obédiences. Hein. Moi, je peux parler que de celles que je connais. Moi, ça me coûte 273 € par an. D'accord. Donc, à peu près le même prix que ma licence sportive, à quelques euros près. Et puis, voilà. D'accord, ok. Oui, donc c'est comme une association, entre guillemets, normale, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc, ça, déjà, tu vois, c'est une grosse différence, hein, je trouve. Dans un secte, il y a vraiment quelque chose Attention, certaines obédiences, ça peut monter jusqu'à 5 000 € par an. Ouais, tu vois, déjà, tu sélectionnes à l'entrée quelqu'un, tu vois. Ça, c'est bizarre. Ça, tu vois, là, ça devient bizarre parce que tu sélectionnes quand même à l'entrée des gens qui ont un certain niveau de vie, et du coup, je pense que là, pour le coup, tu te prives d'une certaine différence aussi, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pas les moyens de m'inscrire dans une loge à 5 000 € par an du tout. Et c'est pour financer quoi? C'est ça. Alors, en fait, c'est pour payer les vacances d'Alain Bauer. Très, très bonne question. Parce que si le lobbyisme se fait uniquement par des lettres d'idées au gouvernement, à quoi il sert cet argent? Alors, il y a un temple, il y a. Excuse-moi, je prends la parole, mais il y a le lieu de réunion, il y a Il y a ça, il y a aussi tous les employés, parce qu'il y a des gens qui sont employés par la franc-maçonnerie. Hein, moi, pour le DH, par exemple, il y a des secrétaires, il y a des gens qui travaillent à plein temps pour le droit humain, donc ils sont rémunérés. En fait, c'est vraiment exactement la même chose que pour toutes les assos. On a un temple à Paris qui est assez sympa d'ailleurs, qui d'ailleurs contient un musée de la franc-maçonnerie qu'on peut visiter sans être franc-maçon. Mais Paris, c'est pas déjà un musée de la franc-maçonnerie en fait, parce qu'il suffit de regarder tous les bâtiments, il y a des signes francs-maçons partout. Alors, oui, mais attention. C'est-à-dire que là, encore une fois, on a tendance à réinterpréter. Voilà, il y a beaucoup de francs-maçons qui vont pas être d'accord avec moi, mais je sais pas si vous avez déjà travaillé sur le symbolisme de l'étoile à 5 branches au niveau des créateurs de cathédrales. Entre Amiens, Paris, Sens, sont des cathédrales, je la cite au hasard. Hein, oui, bien sûr, mais bien sûr. Ce sont des cathédrales qui, sur la carte de France, forment une étoile à 5 branches, etc. Je pense que les gens qui ont fabriqué ces cathédrales l'ont pas forcément fait au hasard. Mais quant à savoir ce qu'ils voulaient dire, l'étoile à 5 branches, ça a commencé à être utilisé comme symbole à l'époque, la Grèce antique, je crois, les pythagoriciens. Ça l'est toujours. Ça a beaucoup évolué entre-temps. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, il faut faire attention à ne pas surinterpréter tout.
Très bien. Tu parlais, excuse-moi, je t'ai interrompu, tu parlais du Temple de Paris. Oui, le Temple de Paris, qui est un beau lieu, quoi. C'est une maison qu'il faut entretenir, qu'il faut... Voilà, c'est les cotisations vont là, c'est exactement comme quand tu fais du sport où tout assos te prend une cotisation avec une partie qui va à la Fédé. C'est un lieu Nous, c'est la même prestigieux. chose. C'est un lieu prestigieux. Tu sais qu'ici, rien qu'à la Baronnie, on paye 7 000 € de taxes foncières par an. Ouais, j'imagine. Donc, si je devais vous faire payer une cotise, si vous étiez membre de l'association, et donc je n'avais que ça, entre guillemets, comme revenu pour entretenir le lieu, ce qui doit être probablement le cas du Temple de Paris, j'imagine que, ils doivent le faire visiter, peut-être qu'il faut un peu de pognon en faisant visiter, mais tu vois, c'est difficile de tirer parti d'un monument comme ça. Et donc, du coup, s'il fallait payer, alors t'imagines les prix à Paris? Parce qu'il est grand, le Temple de Paris, en plus, de ce que j'ai pu en voir. Il n'y a pas qu'un temple. Ah, d'accord, ok. C'est une maison. Oui, c'est... donc tu vois, c'est déjà ça coûte cher. C'est pas pour justifier les 5 000 € par an. 5 000 € par an, c'est quand même là, ça prive à l'entrée. C'est dommage. Oui, ça crée une certaine forme de consanguinité, tu vois. Je suis d'accord. Ceci dit, c'est une obédience qui travaille différemment de nous, qui est rattachée beaucoup plus aux obédiences anglaises et donc qui envoie une partie des capitations à l'Angleterre, donc à la loge mère, etc. Ils arrivent bien à le justifier. Après, je suis pas un expert, je suis pas un comptable. Après, ça peut peut-être permettre aussi aux personnes de choisir finalement leur obédience en fonction de leur façon aussi de penser. On va peut-être se dire qu'une obédience, forcément, où tu cotises 270 €, c'est peut-être déjà des personnes un peu plus ouvertes d'esprit qui vont accepter justement plus de monde et dans lequel toi, tu te sentiras mieux aussi par défaut, quoi. Je suis assez d'accord. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que... Excuse, hein, mais... Pour revenir un petit peu à ce que je disais, disait Shadow tout à l'heure... C'est ce qu'a dit Vincent tout à l'heure qui me fait tiquer. Je ne savais pas ce que tu viens de dire. C'est ce que disait Shadow, c'est que quand on veut rentrer... si par exemple tu me fais une demande, tu veux rentrer chez moi, je suis censé te parler des autres obédiences et te dire que la franc-maçonnerie elle n'est pas unique, il n'y a pas que notre manière de voir les choses, il y a aussi les autres. Donc tu vois, cette sélection elle est censée être faite en toute transparence et je suis censé être capable de t'expliquer les différences qu'il y a entre chaque obédience. Non mais moi aussi, si tu veux, quand j'ai un nouveau podcasteur, je dis bon, il y a Radio Rollis, il y a le podcast d'Astaride, il y a tout ça, mais bon, on est quand même les meilleurs, tu vois. Quoi, il y a d'autres podcasts sur Sauf que moi, je suis pas censé dire que je suis le meilleur et je le pense pas réellement. Mais moi non plus. Je pense qu'on est tous très différents. Exactement. C'est souvent ce que je dis. Personnellement, j'écoute un petit peu Radio Rollist aussi. Désolé. Et c'est différent, tu vois. Et voilà, ça m'apporte pas du tout les mêmes choses que la cellule et les deux sont complémentaires. C'est exactement ce que je dis en fait. Et alors, je sais pas, sans forcément rentrer dans les détails, mais toi, tu sens, est-ce que tu as été amené à voir un petit peu comment ça se passe dans les autres obédiences? Est-ce que tu sens justement des différences pas de traitement, mais on va dire des différences de niveau de réflexion, sans dire supérieur, on est plus intelligent ou quoi que ce soit, mais d'autres manières peut-être d'appréhender les mêmes sujets, justement, venant d'obédience où il y a une certaine sélection un peu élitiste financière à l'entrée, que d'obédience plus populaire, si je puis dire, entre guillemets, sans apporter un terme négatif à ça. Alors, il faut savoir déjà, quand tu es franc-maçon, tu peux visiter n'importe quelle loge de la franc-maçonnerie reconnue. Et tu es accueilli en tant que frère. Alors, il y a juste une limitation, ceux qui n'acceptent pas les femmes, en tant que femme, tu peux pas visiter. Et les femmes qui n'acceptent pas les hommes, en tant qu'homme, je peux pas visiter. Mais on peut quand même visiter un petit peu partout et se donner une bonne idée. Chaque obédience, c'est vraiment très différente. Nous, on est très axé sur le symbolisme, le travail du symbole, etc. Le Grand Orient de France, c'est très axé sur le côté social et politique. Et vraiment, enfin, c'est des différences qui sont vraiment essentielles parce qu'on va pas du tout chercher la même chose en fait. Je suis pas meilleur qu'eux, ils sont pas meilleurs que moi, on est juste très différents. Par contre, pour moi, c'est très intéressant d'aller chez eux. Et il faut savoir aussi qu'il y a différents rituels. On travaille pas tous exactement le même rituel. Les bases sont les mêmes, mais il y a différents rites. Justement, je sais que tu peux pas parler des rituels, mais il y a une question, moi, qui me taraude depuis le début. C'est que c'est très terre à terre, ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, mais dans l'imaginaire collectif, la franc-maçonnerie, il y a aussi un aspect un peu mystique et surnaturel.
Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très Justement, bien. aussi peut-être par le vocabulaire, l'utilisation de termes comme rituel et ce genre de Obédience. choses. Temple. Temple. Ouais. Et Les frères. Et le surnaturel dans tout ça. Est-ce qu'il y a des choses un peu, voilà. Alors, Est-ce que vous avez des licornes? En fait, c'est ça sa Il a, question. il Non, a- non, mais d'accord, voilà, d'accord. faut il a être, parlé des Grégor tout à l'heure. alors, on a des licornes, mais on peut pas en parler à ceux qui ne font pas partie. Je suis désolé. Oh, merde. On peut même pas faire visiter notre Comment on zoo de rejoint, licornes. Ah. Pas de bol. Non, par contre, le surnaturel, non, il y en a pas. Il y en a pas plus qu'ailleurs. Par contre, sur le rituel, tu as déjà assisté à une messe. Hmm. C'est très très proche des tenues, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'une messe met en place un rituel pour te mettre dans un certain état et t'aider à sortir un petit peu du monde profane. On est vraiment dans cette même logique pour te faire passer les enseignements. La J'ai- franc-maçonnerie fait la même chose. Et Mais avec des rituels l'idée- qui sont proches. L'idée de transcendance, C'est pas la transcendance, c'est juste quand on arrive, on se réunit le soir. Certains sont à la retraite, d'autres travaillent. On a tous nos vies, nos problèmes. Le petit dernier qui a sa dent qui sort, le patron au boulot qui n'a pas été juste et qui m'a pris la tête. On est tous au même niveau, sauf que quand j'arrive là, c'est pas pour parler de ça. Quand j'arrive là, je viens pour moi m'améliorer, m'élever et si possible aider mes frères et sœurs à s'améliorer, à s'élever. Et ça, c'est très simple. C'est le rituel et le symbolisme. Et quand je parle de s'améliorer, s'élever, c'est très éthéré comme terme. Oui. En fait, c'est simple. Il y a une citation qui explique bien ce qu'on cherche à faire. C'est, je crois, Michel-Ange qui disait qu'il n'avait jamais sculpté une pierre. Il s'était contenté de rendre visible la forme intrinsèque à cette pierre. C'est-à-dire qu'il disait que cette forme existait déjà dans la pierre. Et lui, il enlevait juste les défauts pour la faire apparaître. C'est ça qu'on fait en franc-maçonnerie. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu sais pas ce que c'est, puisque quand on rentre, comme il y a des trucs secrets, on sait pas trop, on va t'expliquer que tu y amènes qui tu es, donc ta pierre, mais que ta pierre, quelque part, tu peux un petit peu l'améliorer en enlevant des défauts. Mais pas des défauts qui sont des défauts par rapport à moi, de ce que toi, tu penses être des défauts. Bien sûr. Comment t'améliorer, comment t'élever. Au sens vraiment ésotérique, mais ésotérique au sens premier du terme. Et on va te donner des outils qui vont te permettre d'enlever un petit peu ces scories. Et tu vas gommer les défauts qui te dérangent et tu vas révéler ta forme intrinsèque. Tu vas révéler qui tu es vraiment. Tu vas devenir qui tu es. Voilà. Est-ce que... J'essaye, je t'en prie. Pardon, excuse-moi, c'est la partie qui, moi, m'intéresse, c'est peut-être ce que j'ai le plus de mal à appréhender, on va dire. Est-ce qu'on peut assimiler quand même cette partie, rituel, mise en condition, je sais pas comment la définir, à une sorte de croyance? Enfin, je sais pas si tu vois un petit peu, parce qu'on emploie des termes aussi très religieux, mais on est dans une réflexion. Pour moi, c'est vraiment de la ritualisation. Oui. Dans le podcast sur Polaris, on parle des effets de la ritualisation sur l'immersion des joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que, par exemple, au départ, quand tu arrives à l'école, on te met en rang, on te fait rentrer? T'as été dans la cour de récréation, tu t'es épuisé, etc. Mais on te met en rang, 2 par 2, et tu rentres en silence. C'est pour créer des phénomènes de break. On casse le rythme de façon à dire à l'enfant, là, on passe à autre chose. Là, c'est exactement pareil. Les grands enfants maçonniques, là, qu'ils sont tous, ils ont joué dans la cour de récréation, qui est la vie, pendant des heures et des heures. On va leur faire un rituel pour leur dire, stop les gars, là, vous entrez dans un temple, vous n'êtes plus, c'est plus la fête. Enfin, c'est là maintenant, vous allez passer dans le rituel, c'est ça. Mais ça s'utilise pour les enfants. Il y a C'est des un peu raisons comme le psychologiques. générique au début d'une partie de séance. C'est comme le générique. On en parlait tout à fait. On en parlait pour le générique au début d'une partie de jeu de rôle en règle générale. On en a parlé pour les parties de séance, mais on en a parlé dans plein d'autres podcasts. Pour Polaris, ça crée immédiatement un effet de concentration. Les joueurs savent qu'ils oublient tout le reste et ils rentrent dans la concentration, dans l'immersion. Je vous rappelle que pour moi, mais bon après ça on peut en débattre, mais que immersion et concentration c'est un petit peu la même chose en fait. Quand on est en immersion, c'est qu'on oublie complètement les problématiques du quotidien pour rentrer dans des questions qui sont au cœur du jeu, et ici de la partie, ici du temple. Donc pas de magie, déception quoi. Mais si, il y a de la magie dans le monde. Il y a de la magie dans le monde, mais il y en a pas plus dans un temple qu'à l'extérieur. Oui, je savais. La magie, c'est...
On avait prévenu qu'on faisait les naïfs. Non, mais je Moi, rassure quand même les joueurs de des Néphilim. questions que j'ai envie Écouter de ce poser. podcast leur donnera quand même 10% en tradition franc-maçon, hein, quand même. Mais voilà, je rassure quand même, parce que c'est vrai que t'as raison. Alors, en fait, tous les francs-maçons sont des magiciens. Au sens de Duval. Et ça- là, si je vous avez pas m'arrête de là, on est dans le troll. Hein. On est des magiciens au sens pythagoricien du terme. pic. Ah, j'en étais sûr. J'allais t'en parler de ça. C'est-à-dire que notre Évidemment. monde a des mystères avec un M majuscule. Mm. Les mystères, ce sont des révélations, quoi. Nous, on pense que, à force de travailler sur toi et à force de d'améliorer le monde autour de toi, ces mystères, ils vont peu à peu se faire jour. Il y en a un que je peux révéler. Je pense pas qu'on essaiera de me tuer pour autant. Tu vois, c'est une chose qu'on dit, c'est il n'y a qu'un amour, celui des vivants et celui des morts. Ça fait partie des mystères. C'est-à-dire que le sentiment d'amour, c'est exactement la même chose que tu parles d'un ami, d'un amant, d'un enfant, d'un parent. Après, il se concrétise pas de la même manière, hein, ou alors c'est sale. Mais par contre, c'est le même sentiment et d'une même force. Ça fait partie des mystères. Et on est tous des magiciens dans le sens où on va à la recherche de ces mystères. Mais on parlait d'égrégore. Quand on réfléchit tous, et vous l'avez tous expérimenté hein, autour d'une table, quand on réfléchit tous à un sujet, qu'on est vraiment en immersion, qu'on est vraiment pris dedans, il se passe quelque chose. Et il y a une idée qui émerge. Je parle pas du plan Coyote hein, qui foire, qu'on a tous fait. Je parle vraiment du moment où il y en a un qui a un éclair de génie. Et cette idée, elle émerge. Cette personne ne l'aurait jamais eue seule, cette idée. Elle émerge parce qu'on est tous là à réfléchir sur le même sujet. Ça, c'est de l'indicible. Parce que il y a tout un tas de choses qui y participent. Et pour Un revenir- contexte social dont tu hérites, ton existence, tes expériences passées, le moment où ça a lieu, la température dans la pièce, des tas de phénomènes incroyables, astrologiques, astronomiques, qui font que, par exemple, le petit cheveu de Vincent en haut à droite est dressé vers la gauche parce que la Lune vient de passer devant Jupiter. Comment ça à gauche? Je sais pas. Non, mais j'en sais rien. Enfin, j'exagère bien sûr, mais il y a des tas d'événements qui font que, bah oui, c'est ça, c'est la magie. C'est ce qu'on appelle l'instant avec un I majuscule. Quand on connaît la théorie de Morgane Régnier ou la mienne à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a des choses magiques qui apparaissent en un instant. C'est marrant, au moment où je pense alchimie, tu penses Morgane. Ah bah oui, forcément. Je veux dire, c'est quand même la membre de la cellule qui tripe à fond sur ces questions. Est-ce que finalement, dans les procès qu'on fait aux francs-maçons, ces procès, ils viennent pas... Alors là, je suis désolé, je reprends encore mon livre de Pierre Lagrange, parce que c'est sur les ovnis, par exemple, il montre que les gens qui croient qu'il y a une conspiration, et qu'il y a des conspirateurs, de la même manière que les gens qui pensent qu'il y a une conspiration autour des loges maçonniques, ce sont en fait des gens qui pensent que science égale fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui savent ce que c'est le réel, et puis il y a des gens qui savent pas. Mais en fait, ça s'appuie sur une conception de la science qui n'est pas vraie, c'est-à-dire que la vraie science, c'est la recherche, c'est la controverse. C'est la controverse. Et donc, même le scientifique, il sait pas plus que nous. Il controverse plus que nous, peut-être. Mais il ne sait pas plus que nous. Non, t'es pas d'accord, François. T'aimes pas cette conception. Et donc, du coup, moi, ce que je pense, juste rapidement pour finir, puis après, je te passe la parole, c'est que je pense qu'en fait, les francs-maçons organisent au sein des loges, mais de l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'ils font à l'intérieur. Mais moi, je pense pas qu'ils savent plus ou qu'il y a des choses factuelles qui se passent. Enfin, je veux dire, comment dire, je pense pas qu'ils établissent, qu'ils s'en savent plus que nous, tu vois. Leur hermétisme, pour moi, à mon avis, ne cache rien. Le roi est nu, si j'ose dire. Il y a pas, ils sont pas, mais en fait, ils organisent. T'avais juré que tu parlais pas de ce genre de rituel. Mais ils organisent des controverses. Et ça a quelque chose de profondément mystérieux parce que le franc-maçon va te dire, mais moi, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je controverse. Et du coup, tu te dis, oh, mais en fait, il me cache quelque chose. Parce qu'il n'est pas capable de me dire ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'il me cache quelque chose. Parce que c'est un expert, il doit savoir. Tu vois ce que je veux dire ? Et alors, en fait, ça s'appuie sur une conception complètement naïve de ce qu'est la science. En science, on ne sait rien. On ne fait que controverser. On ne fait qu'élaborer des théories qui sont défoncées. François.
Alors, ça te dérange la science comme controverse, ça te... Ça me dérange un peu, mais là, c'est parce que je suis en école d'ingénieur et qu'on est en train de me former à faire de la science, à faire de la science qui explique des choses et qui sert à faire des choses et qui n'existe pas avant et qui donc est découverte, ou qu'on invente des choses, qu'on découvre des choses. Enfin, voilà. Ouais, typiquement, l'ingénierie, c'est la science appliquée, si j'ose dire. Typiquement, j'ai dans mes connaissances, il écoutera jamais ce podcast, donc il ne se reconnaîtra pas à l'écoute, mais un chercheur qui travaille sur les électroencéphalogrammes et qui est en train de découvrir des systèmes de calcul qui vont lui permettre, normalement, si tout se passe bien, de multiplier par 10 la vitesse de lecture, en gros, pour résumer de manière très très simple, ce qui va permettre de créer des interfaces homme-machine à terme réaliste, alors qu'avec le stade actuel de la technologie, c'est complètement surréaliste d'essayer de contrôler un ordinateur par la pensée, quoi. Et donc là, on rentre dans des choses où il sait faire des choses et il a des connaissances techniques que n'ont pas les gens, quoi. Enfin, à un moment, il découvre des choses et il y a des trucs qu'il a inventés pour ça, qu'il n'a pas encore partagé avec le monde, parce qu'il faut le temps qu'il publie ses papiers, tout ça. Donc il sait des choses. Il publiera les papiers, il aura des comités de relecture. Et surtout, s'il fait ça, c'est parce qu'il y a un contexte social dans lequel il est intéressant de lire à un moment donné. Et donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que s'il fait ça, s'il applique la science de cette manière-là, c'est aussi parce qu'il a des bonnes raisons de le faire dans les débats actuels, dans l'état actuel de cette société. Parce que je ne sais pas si je suis très clair, mais Vincent. Je pense que pour résumer, c'est ce que tu disais, c'est que l'ingénierie, c'est de la science appliquée. Rome, quand il parle de la science comme ça, je pense qu'il parle plus de la science théorique, la recherche. C'est la création d'un modèle pour décrire la réalité. Oui, c'est ça. Après, effectivement, quand on crée un modèle pour expliquer la réalité, c'est bel et bien des modèles, et en fait, on ne sait pas, et on est toujours en recherche de mise en doute. Oui, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Parce que là, on parle de recherche spirituelle, en l'occurrence, à travers la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie, pas la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie. Et donc, du coup, évidemment, là, la science dont je suis en train de parler là, c'est la science des modèles, la science qui vise à créer des modèles pour tenter de décrire au mieux la réalité, si elle existe. Parce que c'est déjà être un peu réaliste que de croire qu'il existe une réalité derrière les modèles. Certains pensent qu'il n'existe que des modèles et qu'en fait, on hérite des modèles et que ce sont ces modèles qui nous font voir la réalité telle qu'elle est et qu'il n'y a finalement rien derrière les modèles. Donc voilà, il y a plein de choses à dire. Donc c'est voilà, tout ça pour dire qu'à mon avis, ces craintes que les gens possèdent aujourd'hui autour de la franc-maçonnerie, ce sont des craintes qui sont finalement liées au monde moderne, dans laquelle on a fait un grand partage entre d'un côté les gens qui savent et de l'autre les gens qui ne savent pas. Et donc on s'imagine naturellement les francs-maçons comme étant des savants. Et moi je pense que vous êtes des grands ignorants au contraire. C'est-à-dire que vous savez que justement vous ne savez rien, vous êtes dans la controverse, vous cherchez, vous réfléchissez. Sinon, si c'était des savants, si vraiment la réalité relevait d'un constat et qu'il fallait juste lire les faits dans le monde, pourquoi ils se feraient chier à faire des planches ? Ils se contenteraient de lire ce qu'il y a écrit. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dogmatiques. Ils ne lisent pas. On serait Miphos et pas Soren. Exactement. Ça. Exactement, c'est ça. Pour parler pour comparer à la mythologie ancienne, dirons-nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis, François ? Après, peut-être qu'on n'a juste pas le bon langage. Peut-être qu'il y a moyen d'expliquer le monde. Mais on ne sait pas. Oui, mais tu vois, voilà. Le truc, c'est que présentement, on ne sait pas. Alors, c'est le monde. En fait, dans ton truc, tu dis il y a un langage et surtout il y a un monde à décrire. C'est même pas sûr. Alors, peut-être que les limites de ton langage sont précisément. Il y a un monde que je perçois. Je dis pas que ce monde n'est pas que les perceptions que j'en ai. C'est aussi possible, mais dans tous les cas, il y a une explication sur ce que je constate. En tout cas, il y a quelque chose qui résiste à ta volonté. Tu vois, en un sens. Mais c'est pas parce que ça résiste que ça existe forcément. Mais bon, bref, c'est pas le débat. C'est ça. Je suis désolé. C'est pas une loge maçonnique là ici. C'est un podcast. Alors donc. Après, il y a quand même une chose qu'il faut aborder justement, parce que tu parlais beaucoup de controverses et je réalise que j'ai même pas expliqué comment se passaient les débats. Et c'est quand même quelque chose d'important parce que ça fait beaucoup. J'ai une question là-dessus. Vas-y, je l'aurais abordé. C'est juste que moi j'avais entendu dire que justement dans les loges, les débats se passaient en gros, quelqu'un parle, les autres écoutent. Lorsqu'il a fini de parler, il se rassoit, quelqu'un d'autre se lève, les autres écoutent. C'est exactement ça, Vincent ? Je sais pas. C'est ça. Et je vais même encore plus loin. C'est que on ne s'adresse jamais à un autre franc-maçon en direct.
On a une interface qui est le président d'atelier, le vénérable. Hein. C'est pas un secret, ça on peut le dire. Ouais. Et pour répondre à quelqu'un, je ne m'adresse pas à lui, je m'adresse au président de l'atelier. Et mine de rien, le fait de ne pas avoir le droit de parler en même temps et de ne pas avoir le droit de m'adresser à cette personne en direct, eh ben ça pose le débat. Ah, ça, c'est pas du tout la ligne éditoriale de la cellule, ça. Pas du tout. Non, mais par contre, le fait, si j'ai expliqué dans une planche que, je sais pas, Rome est le meilleur auteur de jeux de rôle. Ah qui oui, existe, ça, oui. C'est pas une explication. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est un fait. Il est là, le réalisme. et que la personne en face de moi ne pense pas la même chose, si elle me répond directement, le ton risque de monter, ou risquerait de monter. Ouais. Si par contre elle doit attendre que j'ai fini, demander la parole, Tu vois, ils ont même un système de jeu. qu'on lui donne la parole, ah exactement, mais Ils alors ont un là on peut contrat aller social. très très loin, Ouais, Qu'on- ouais. Comment qu'on marche leur donne la parole, La demande de parole, du coup. on tape dans les mains. D'accord. Non, parce En fait, je alors, suppose que quand il y a en 40 réalité- personnes dans une en salle, réalité, il y a peut-être voilà. plusieurs qui veulent parler en même temps. Vincent. Quand tu veux demander la parole, tu demandes la parole à un surveillant Mm. qui demande pour toi la parole au vénérable. Le vénérable dit au surveillant qu'il est d'accord et le surveillant te dit que c'est bon, tu peux parler. Mm. Là, tu te lèves, Mhm. tu te mets à l'ordre, ce qui est quelque chose de physique, mais Ça veut dire quoi, tu te mets à l'ordre? c'est des signes en fonction du degré auquel on travaille, une manière de se tenir. Mhm. Voilà, Mhm. ça je peux pas rentrer plus dans les D'accord, détails. ok. C'est une posture, mais une posture qui pose. Mhm. Vraiment. D'accord. C'est une espèce de garde à vous. C'est tout à fait dans le même registre. Je me mets à l'ordre et là seulement je peux m'exprimer. D'accord. Donc ça m'oblige à beaucoup réfléchir ce que je veux dire. Moi, Comme je il y a- stresserais comme un cochon. Ah, purée. Je Terrible. suerais sans EO, je serais là. Alors- J'ai les boules. On a Oh là coutume là. de dire une chose. Quand on est apprenti, on est tenu au silence. Donc souvent on se mord la langue parce qu'on a des choses à dire et on n'a pas le droit. Et puis là on n'a aucun moyen de parler. Et Shadow. voilà, là, ça vient en contradiction un petit peu avec ce que tu disais au début, où tout le monde a le droit à la parole, etc. Autant l'expert que le néophyte, enfin le novice, pardon. Et du coup, ma question là, c'est combien de temps ça dure d'être apprenti, quoi? Ça Parce dépend. que se mordre la langue, Ça va un dépend. moment, mais Ça Bah, dépend toi, des Shadow, logements. ça fait un certain nombre de saisons de la cellule que t'es apprenti. Oui, voilà. Je vais peut-être passer compagnon. Moi, hein. je suis resté- Je vais voir avec le. Je suis resté vénérable, 2 ans mais- apprenti. Le vénérable. Je suis resté 2 ans apprenti. Je suis à peu près dans la moyenne. C'est long. C'est très long. Bon, Ouais, après, c'est super long. il faut relativiser. Quand Il faut on a envie de relativiser. parler, en tout cas. c'est- Oui, On a mais peut-être il pas faut toujours relativiser. quelque chose à On dire. se voit une fois tous les 15 jours. Et globalement, entre septembre et juin. Mais je me méfie Hmm. parce que la Donc, franc-maçonnerie, c'est pas forcément. Ils recrutent pas forcément des gens qui ont envie de parler, tu vois. Ouais. Ils recrutent aussi peut-être des gens qui ont déjà envie de réfléchir d'abord, Hmm. tu vois. Moi, c'est pareil. Ouais, mais- Ça m'arrive très très peu souvent de recruter un podcasteur de la cellule sans qu'il ait écouté les podcasts au préalable, tu vois, quelque part. Ouais. Je sais pas, maintenant, parce qu'il y a plusieurs saisons de podcasts, c'est très souvent les nouveaux podcasteurs de la cellule, ce sont déjà, ils ont été auditeurs, écouter la cellule, ça les a vraiment énervés, ils se sont dit, bon, maintenant, je peux plus les laisser dire, je peux plus les laisser dire leurs conneries à ces cons-là, je vais y aller, je vais traverser la France, hein, Vincent, et puis je vais les corriger, parce que là, ça m'énerve. Non, mais voilà, tu vois, c'est quelque part, on est tous, avant de participer à un débat quelconque, on est tous en position d'auditeur. Je veux dire, même quand on arrive dans un repas avec des gens qu'on connaît pas, on a toujours une phase d'abord, on ferme sa gueule, on écoute ce qui se passe, les relations entre les gens, comment les gens se parlent. Enfin, je veux dire, c'est normal. J'ai envie de dire que C'est la phase d'apprentissage. voilà. En fait, il y a une manière de s'exprimer. On doit commencer par une phrase rituelle, terminer par une phrase rituelle. Bon, la phrase rituelle, tout le monde la connaît, hein, c'est le j'ai dit. Chaque fois qu'un franc-maçon a fini de parler, il dit j'ai dit avant de se rasseoir. Et tout ça, il faut l'apprendre. Et puis, il faut être clair. Quand tu arrives, tu sais pas trop où tu es, parce que la franc-maçonnerie, avant de rentrer, tu sais pas vraiment où tu vas. Tu rentres, tu vois des gens qui sont là depuis 35, 40 ans, certains, donc qui ont fait ça depuis des années, qui maîtrisent parfaitement leur sujet, qui vont prendre la parole, et là, tu vas faire ah non, mais je peux pas parler, quoi, c'est pas possible. Mais là, tu es protégé. T'as pas à parler pendant un temps. Au bout d'un moment, tu vas commencer à en avoir marre, et tu vas commencer à avoir envie de parler. Et là, ça tombe bien, c'est le moment, en général, on va te dire ah, là, faudrait peut-être penser à passer compagnon. Le deuxième grade. Shadow, t'as envie de parler, tu passes Oui, mais je compagnon. crois que Yosei allait dire la même chose que moi.
Parce que c'est toi qui décides de passer compagnon. Non, c'est l'atelier. Mais en général... Ouais, c'est le moment... Le moment où toi, tu sens que tu as besoin de t'exprimer. Si tu as besoin de t'exprimer, c'est que tu es prêt à le faire. Et donc que tu es prêt à devenir compagnon, puisque le compagnon a la parole. Tu l'essayes, tu deviens compagnonne. Je fais ça. Est-ce que vos échanges tous les 15 jours sont ritualisés de cette manière ou est-ce que vous voyez... Enfin, c'est... De façon informelle. Voilà. Tu vas au resto Non, avec mais des formations. ces apprentis, ils doivent bien échanger avec vous. Est-ce qu'il y a des sessions d'échange, de travail de groupe avec ces personnes-là où elles ont le droit de donner leur avis et tout? Et après, vous formalisez un petit peu ces échanges-là par le biais de ces entretiens ritualisés? Ou est-ce que c'est que ces entretiens-là? Et dans ce cas, comment ils font pour... S'ils parlent, on les tape. Non, je plaisante. Non, en fait, les compagnons, les apprentis ont aussi une instruction, ainsi que les compagnons, qui se fait en dehors des tenues, où on leur demande de travailler sur des sujets où là, ils parlent. Et ce qui appartient à la franc-maçonnerie et qui est quelque chose souvent négligé, mais qui est essentiel, il n'y a pas que la tenue. Après la tenue, il y a ce qu'on appelle les agapes. Les agapes, clairement, il n'y a plus de rituel. C'est un repas entre amis, où on mange les membres de l'atelier uniquement, mais où là, On mange il y a plus de... les membres de l'atelier. Non, entre membres de l'atelier, pardon. Ça va pas aider les trolls, ça. Non, on mange entre membres de l'atelier, et où là, il n'y a plus de vénérables, maîtres, compagnons, apprentis. Tout le monde parle. Là, c'est des échanges libres? Voilà, Ouais. Oui, des je pense échanges que c'est libres. quand même nécessaire, parce que la Ça l'est. ritualisation, c'est bien. Ouais, c'est Mais frustrant, dit puis- Shadow, en dehors des micros. Bah, t'as qu'à acheter un micro de plus. C'est le but. Faites-nous des dons. Non, C'est important d'être frustré à ce moment-là. Je compare souvent la franc-maçonnerie à l'enfance. Quand tu as un enfant qui est petit, à peu près savoir de quoi je parle, Oui, ça va. il est important de le frustrer. Oui, C'est ça va. dur, mais c'est important que l'enfant Dur. soit frustré. Non, c'est- Sinon, Ça va. Sinon, s'il n'est pas frustré, il ne peut pas se construire. Parce que l'être humain se construit souvent contre. Pas uniquement, mais en grande partie. C'est un peu la même chose. L'apprenti, c'est le petit enfant. Le compagnon, c'est l'adolescent, souvent. Voilà. On peut enfin l'ouvrir. Il l'ouvre souvent, c'est ça? Je vais y revenir. Et le maître, c'est un peu les parents. En fait, quand tu deviens compagnon, tu deviens compagnon parce que tu as envie de parler et que tu en as marre de plus pouvoir parler. Et puis là, tu prends conscience qu'il va falloir te lever, parler devant tout le monde, avec tout le monde qui se tait et qui t'écoute. Et même si c'est une écoute bienveillante, un petit peu les pétoches les premières fois. c'est clair. C'est hein, très, tu très prends dur. les boules. C'est si tu as déjà parlé dans une classe, tu as simplement fait un exposé, si tu te rappelles de ça, imagine que t'as que des profs en face. C'est pas des élèves, c'est que des profs. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Je veux dire, une première partie de jeu de rôle en convention, faut commencer Exactement. sa partie, quoi. Enfin, Et le temps de parole, c'est quoi à peu près? Parce que On dit que ça doit être 4-5 minutes. 4-5 Maximum. Et c'est très long. C'est long. En règle générale, moins que ça. Cependant, faut savoir, il y a une planche souvent qui est faite. La planche, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Maximum, parce qu'après les gens, de toute façon, n'écoutent plus. Suite à ça, il y a des interventions. Les interventions, un franc-maçon qui parle termine son intervention par « j'ai dit ». Quand tu dis « j'ai dit », c'est que tu as tout dit. Donc tu fais une seule intervention. Tu ne réinterviens pas derrière. Donc souvent, tu prends le temps de synthétiser ce que tu penses et d'essayer de le dire correctement, parce que voilà. Et puis, il y a des gens qui parlent pendant ce temps, donc il faut les écouter quand même. Mais ces gens-là, ils disent des choses que toi, tu voulais dire. tu peux prendre des notes pendant ces moments-là, tu as un Donc, carnet. Tu peux, il n'y a rien qui peux, t'interdit de le d'accord. faire, mais je l'ai pratiquement jamais vu. Ah bah non. Mais c'est pour ça que c'est important de rester un certain temps apprenti, c'est pour apprendre à écouter. Et tu vois, je vais faire un parallèle avec mon métier, je suis commercial. Un commercial, on te dit que un bon entretien, c'est 80% de temps à écouter. Et pour ça, je connaissais l'écoute intéressée. C'est-à-dire, oui, j'écoute parce que tu me donnes des indices et je sais ce que je vais te coller derrière. Et en franc-maçonnerie, j'ai appris l'écoute intéressante. C'est-à-dire, pas chercher à savoir ce que j'allais te répondre, puisque je n'avais pas le droit de parler, juste écouter ce que tu dis. Apprendre. Être capable de me taire, même quand je me mords la langue parce que
des sujets où j'entends où je suis bon dans le sujet, je maîtrise, ça m'est arrivé. On a parlé d'arts martiaux. J'étais probablement dans la loge la personne la plus calée dans ce domaine-là, et j'avais pas le droit de parler, pas le droit de dire. Et j'entendais des énormités et je pouvais rien dire. Tu fais quoi comme art martial ? De l'aïkibudo. Ah, c'est ça, donc ta licence dont tu parlais tout à l'heure. Oui. C'est ça le sport que Oui. tu pratiques, d'accord. Mais Que tu fasses un ADN sur l'aïkibudo, peut-être, je sais pas. ouais, non, Ça, c'est intéressant. voilà, je pense pas, c'est suffisamment connu. Mais c'est très très dur à vivre. Mais par contre, ça structure. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, c'est clairement un système de jeu. C'est un système de Oui, contrat tout social à pour la fait. partie. Mais là, Très complexe. ça me gêne un petit peu parce que tu es calé, t'entends des énormités, tu peux pas réagir. Les autres qui sont en train d'écouter ces énormités. Mais bienvenue dans le monde, là, j'ai envie de dire. Non, mais bien sûr. Non, mais là, c'est ça le monde. Mais je enfin. sais bien. Ouais. Attention, Attention. je sais bien. Mais là, on parle de gens qui se réunissent pour réfléchir, etc. Je parle pas de potes en train de discuter autour d'une table qui s'écoutent à moitié ou quoi que ce soit. Là, il y a quelqu'un qui vient, qui prend la parole, qui dit des choses. Il y en a qui peuvent pas intervenir. Et donc, les choses vont construire leur réflexion sur ce qu'ils ont entendu. Puisque c'est le but de ce rassemblement. C'est le but de... Comment, toi, ensuite... prenons cet exemple-là. Qu'est-ce que tu as fait ensuite ? Tu n'as pas pu laisser passer ça ? Si, tu les as laissés débattre. Il les a démontés, il fait de l'aïkibudo. 3 semaines d'hôpital pour tous les intervenants. Ouais, dans ce cas-là, ça me Non, va. Mais pas si du on parle ping-pong, comment tu En fait, gères après, la balle dans l'œil. Voilà. À la colline. Non, en fait, les agapes Sinon, tu servent lâches aussi les à ça. licornes. Ça marche aussi. Pardon. Les agapes servent aussi à ça. Justement, D'accord. l'apprenti Pour qui, remettre un qui peu en sait les plus choses. quelquefois que le maître. Et c'est bien aussi que certains maîtres, de temps en temps, apprennent que tel apprenti en sait plus qu'eux sur un sujet. C'est bien de toujours remettre en perspective. Ouais. Tout C'est à l'heure, quelque chose- Pardon, excuse-moi. Attends. Excuse-moi. C'est quelque chose qui revient très souvent. C'est redondant en franc-maçonnerie. C'est que on t'apprend à monter, mais quand tu arrives au sommet, il faut redescendre. Ouais, Tu vois, le président de l'atelier, c'est le vénérable. Il occupe une place qui est hautement symbolique, à la tête de l'atelier. Et une fois qu'il a été vénérable, il devient couvreur et il occupe une place au pied de l'atelier. Et du plus haut, il tombe au plus bas. Et ça, c'est pour tout le monde, c'est toujours comme ça. Et c'est important d'apprendre à le faire. Ça remet les choses en perspective et de temps en temps, sur ce sujet, entre autres, tu vois, ça avait permis à quelques maîtres de se dire que ils avaient encore des choses à apprendre, y compris d'un apprenti. Et c'est important de s'en rappeler. Et là, je Les reviens un shadows. peu sur la question de Yosei tout à l'heure qui disait oui, donc est-ce que vous commencez. Enfin, grosso modo, sa question, c'est vous arrivez pour la réunion, vous vous préparez au premier rituel, vous faites le rituel, la réunion, le rituel de clôture, j'imagine. Et puis vous vous quittez en échangeant quelques mots ou Et il non, y a il y a un les agapes. débriefing, il y Il y a les agapes. C'est tout de suite après. Ah Après oui, chaque réunion, il y a... Les agapes, c'est après chaque réunion, il y a un repas. Ok. Alors évidemment... Débriefing. Oui, C'est un peu le débriefing de la alors, partie. ça. pas forcément, c'est Mais c'est aussi le extrêmement moment important. où, tiens, ton mari, comment il va, ta femme, les enfants, D'accord. c'est le moment où tu crées du lien. Mais, tu sais, c'est le moment, on l'a aussi ce moment avant la tenue, hein, parce que concrètement, on n'arrive pas pile poil à l'heure, hein, on arrive un petit peu avant, donc souvent on boit un petit coup, on discute. Et c'est comme toi quand tu organises une partie de JD où Tout tes à joueurs fait. arrivent avant, ils parlent du jeu de rôle, ils parlent d'autre chose que le jeu de rôle avant, et après ils reparlent aussi d'autre chose, même s'ils parlent toujours un petit peu du jeu de rôle. Bien et- sûr. Et justement, la suite de la question, c'était voilà, quelqu'un, un maître qui doit préparer, qui veut préparer une planche ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il parfois il fait appel à d'autres membres de la loge au préalable pour construire sa planche ou tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce maître, s'il devait réintervenir demain sur les arts martiaux, est-ce qu'il viendrait pas vers toi? Est-ce que vous voyez en dehors pour préparer des choses ou finalement ça se fait un peu en direct et puis on débriefe sur la gap et puis Alors, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. chacun, oui, je vois, mais chacun est libre en fait de préparer sa planche comme il entend. Il n'y a pas de... Moi, Pas de concrètement, restriction d'échange entre un Non. maître et un apprenti en Absolument dehors pas. du... au contraire. Alors, les maîtres sont pas. C'est pas le maître, c'est pas le prof. Hein. Le maître, c'est l'enseignant, mais il est à la disposition des apprentis. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que le maître est là pour l'apprenti. L'apprenti n'est pas forcément là pour le maître. Voilà.
L'apprenti, son rôle, c'est d'aller voir le maître et de dire « ça, j'ai pas compris » au niveau du rituel ou à un autre niveau, hein, autre chose. Et de temps en temps, le maître, il va voir l'apprenti, il fait « Pourquoi tu sautais sur place? Pourquoi tu trépignais tout à l'heure ?» Et là, l'apprenti va lui dire « Parce que moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu as dit. » Et il va y avoir un échange. Et comme toujours, quand il y a un échange, les deux s'enrichissent. Alors tout à l'heure, excuse-moi, tu as fini ta batterie de questions ? Non. Il y en aura peut-être d'autres à Là, émerger. sur ce qu'on vient de dire, oui, c'était plus général, donc peut-être en conclusion. Tout à l'heure, voilà, puis il commence à être tard effectivement dans ce podcast, et puis on voudrait peut-être éventuellement faire des parties de JDR et tout ça après. Il y a quelque chose que j'ai dit, moi je ne veux pas devenir franc-maçon. Et je vais t'expliquer pourquoi, et puis ça va peut-être te faire réagir. Moi, en fait, même si par ailleurs j'ai de la sympathie, c'est-à-dire pour ce que vous faites, pour la façon dont vous le faites aussi, de ce côté, le lien avec le jeu de rôle et tout ça, ça m'amuse beaucoup. Voilà. Et puis pour moi, avant tout, vous êtes finalement des humanistes qui cherchaient à débattre de certaines questions. Bon, même si par ailleurs les histoires de loge féminine et loge masculine supposent qu'il existerait des problématiques liées à chaque sexe, et ça j'ai du mal à y croire, mais bon, c'est un autre débat. Le truc en fait, si tu veux, c'est que si imaginons par exemple que ça m'intéresse. J'ai envie d'entrer en maçonnerie. Le problème, si tu veux, c'est que du coup, rétroactivement, ça donnera à mon travail un sens que je ne voulais pas lui donner. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on devient franc-maçon, et bien après, on appartient de fait à une tradition. Moi, j'ai choisi de dire sens, c'est un jeu de rôle. Donc, je me suis inscrit de fait dans la tradition des jeux de rôle. Et pour moi, c'était très important de le faire. Si demain, et c'est ça qui me pose un peu problème avec la franc-maçonnerie, si demain je deviens franc-maçon, ce sera extrêmement difficile de ne pas voir en sens une œuvre, tu vois, même plus tard, les gens qui vont aborder sens, de ne pas y voir une œuvre préparatoire à une thèse de franc-maçonnerie, je ne sais pas comment le dire, enfin, tu vois, une planche en elle-même, etc. Et donc, d'aller y appliquer des éléments traditionnels venant de quelque chose que je ne connais pas ou que je ne connaissais pas lorsque j'ai écrit Sens, sur Sens lui-même. Quand j'ai appris que Mozart était un franc-maçon, comme je ne sais pas si tu savais, je suis vraiment ultra admirateur de Mozart, je surkiffe Mozart. C'est quand j'ai appris qu'il avait été franc-maçon, j'ai réécouté toutes ses œuvres à l'aune de la tradition, si tu veux. C'est pour ça que je me suis un peu renseigné sur les francs-maçons et tout ça, et pour ça que ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur la cellule. Mais quelque part, tu vois, ça a perverti quelque chose, tu vois, parce que du coup, j'ai comme un espèce de biais, j'y ai vu peut-être trop de symboles, ça a prêté à la surinterprétation, etc. Et donc, moi, je trouve que, finalement, pour quelqu'un comme moi, à titre personnel, et puis après, peut-être, si vous voulez répondre à cette question par ailleurs... ça m'intéresserait aussi d'avoir votre avis, j'essaye, Shadow, François. Moi, je trouve, en tout cas, à titre personnel, que si je le faisais, si je devenais franc-maçon, eh bien, ça ne m'aiderait pas. Ça rajouterait de la confusion à mon travail. Ça rendrait les choses plus confuses. Alors qu'au final, le côté sauvage de mon travail, si j'ose dire, la cellule, c'est un peu... une œuvre maçonnique sauvage, Sens, c'est un peu une œuvre maçonnique sauvage, enfin je sais pas comment dire, tu vois, un peu... Un grand œuvre. Mais alors comment un grand œuvre, d'accord. Comment est-ce que tu as dit non, tu avais un terme très précis. Tu m'avais envoyé un livre à lire même avant qu'on se rencontre qui parlait des œuvres maçonniques qui signeraient je sais plus. Les maçons sans tablier. Les maçons sans tablier, non, c'était un autre nom. Mais voilà, enfin je m'en souviens plus. Là, ça me revient pas. Non, désolé. D'accord. Donc voilà, les maçons sans tablier. Et vous en Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de prosélytisme. Concrètement, pour répondre à ta question, si tu me proposais, si tu me disais, tiens, j'aimerais bien rentrer chez les francs-maçons, je te dirais non. Ouais. Je te dirais non, pas parce que je t'apprécie pas. Je te dirais non, pas parce que je pense que tu as rien à amener, mais je te dirais non parce que la franc-maçonnerie n'a rien à t'amener. D'accord, ok. Ce travail, tu l'as déjà fait. D'accord, ok. Et que un échange, enfin, quand tu rentres en franc-maçonnerie, il faut que la franc-maçonnerie t'apporte quelque chose et il faut que tu apportes quelque chose. Et toi, il n'y aurait pas d'intérêt. Tu n'aurais rien à apprendre de la franc-maçonnerie. D'accord, c'est pour ça que je te demandais s'il y avait moyen de devenir maître directement, prendre le pouvoir en fait directement. Mais c'est dans ce cas-là qu'on parle de maçons sans tablier, c'est des gens qui ont fait ce chemin.
Souvent avec la philosophie, ou il y a des tas d'autres méthodes Bien sûr. qui ont fait ce chemin et qui n'ont pas besoin de la franc-maçonnerie. Et concrètement, oui, toi, tu aurais plein de choses à apporter aux francs-maçons, mais les francs-maçons, ils n'auraient rien à t'apporter, donc tu serais pas heureux. Moi, je pense que s'il y a plein de francs-maçons qui auraient plein de choses à m'apporter. Moi, je sais que... Oui, Enfin, sur un plan personnel, mais la franc-maçonnerie n'aurait rien à il y a t'apporter. plein de gens que je suis sur Facebook, sur Twitter, dont je lis les travaux, qui sont des francs-maçons, et je peux te jurer que ces travaux m'apportent beaucoup. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça serait vraiment Mais ce n'est pas extrêmement la prétentieux. franc-maçonnerie. Ce sont des francs-maçons qui t'apportent. D'accord. C'est très différent. D'accord. Enfin bon, voilà, tout ça pour te dire qu'en tout cas, dans mon cas et enfin, je sais pas s'il y a d'autres auteurs qui peuvent être tentés, on va dire, de résoudre certains problèmes via ce biais, mais il faut voir aussi que quand on rentre dans ce système, il va avoir des conséquences rétroactives, je pense, sur le travail. Il y a juste une Vincent seconde chose, c'est la franc-maçonnerie, c'est du niveau de l'intime. C'est-à-dire que tu peux devenir franc-maçon sans jamais en parler. Mais tu crois... Et personne ne parlera Non, de mais toi. tu me connais, je suis un bavard. Ah, mais Je c'est viens après forcément chacun. pour tout dire. Non, mais quand je dis Le mec, il a je écrit parle pas ça. de toi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont des personnages publics, qui Oui. sont francs-maçons et qui refusent de le révéler Oui, non. parce que c'est de l'intime et parce qu'ils ne veulent pas, justement. Peut-être pour ces raisons-là, d'ailleurs. C'est exactement ça. Ouais. Et je pense que c'est une bonne chose. Shadow. Je me demandais à quel point inconsciemment tu avais pas, tu rendais pas l'aspect franc-maçon péjoratif. Puisque tu dis, je veux pas que mon travail soit lié à la franc-maçonnerie. Oui, T'as parce peur que des casseroles que la franc-maçonnerie c'est a pas ça. traîné avec elle. C'est pas ma tradition. J'ai pas envie qu'on D'accord. mésinterprète mon travail. Alors j'ai pas dit ça justement. Justement, là, c'est très bien que je veux pas tu pour soulignes. défendre la Non, mais c'est franc-maçonnerie génial ou quoi parce que ce soit, hein, c'est- s'il y a ouais. des auditeurs qui l'ont pris comme ça me permet justement, ta question me permet de le corriger, tu vois. Moi, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que j'ai inscrit mon travail dans la tradition du JDR et je jugeais important de le faire. Si je deviens franc-maçon, j'ai peur que ça inscrive de fait pour les lecteurs qui disent « Ah bah Romaric Briand, ce franc-maçon » et donc du coup ils vont lire sens, ils vont se dire « Ah bah Comme c'est un un outil de franc-maçon » propagande, donc ils vont la l'inscrire. Non, pas forcément. Alors C'est que toi une qui œuvre, le vois de façon péjorative, il vient de se trahir. Il vient de se trahir là, complètement. Ça, c'est pas ça, mais c'est pas comme un... juste l'impression J'essaie. que l'appartenance à un groupe, quel qu'il soit, prend le dessus sur la Absolument. personne, en fait. Les mots n'ont du de coup- sens que dans leur contexte d'énonciation. Et du coup, ton œuvre est jugée de par les groupes auxquels tu appartiens. Oui, et c'est-à-dire plus que par tu veux toi. juste pas que des gens puissent coller la grille de lecture C'est ça. qu'ils peuvent avoir sur les francs-maçons sur Sens, qui est une œuvre qui prédaterait ton Absolument. éventuelle rentrée dans la franc-maçonnerie. Alors que, tu vois, Voilà. ça me plaît beaucoup plus Et de que donc, voir c'est pas le Vincent travail. arrivant avec ces concepts qui sont peut-être hérités de la franc-maçonnerie, me dire « Romaric, là, regarde, il y a des éléments que tu as découverts par l'étude des philosophes qui, par ailleurs, ont hérité aussi. » Je dis pas qu'il y a rien de franc-maçonnique dedans, mais s'il y a quelque chose, je l'ignore complètement. Et ça, c'est vachement important parce que ça permet à Vincent de faire son interprétation maçonnique de sens. Tu vois, si je deviens franc-maçon, bah, la seule interprétation qui ira, bah, c'est celle de Vincent. Et ce qui Comme- m'intéresse beaucoup, c'est que je prends un autre exemple. J'avais un chaman un jour qui est venu me voir sur Sens, qui s'appelait Nyok. Et il est venu, il m'a dit « Mais Sens, c'est un travail chamanique. Tu es un chaman, je t'ai démasqué. » Et Et j'allais donc, parler d'Edo Phoenix, je crois. c'est Edo lui. Phoenix, qui est lui donc religieux, il est Exactement. prêtre de la religion catholique, et donc il vient me voir, il me dit « Romaric, tu as essayé de réécrire la Bible là, tu as passé au bûcher. » Voilà. Non, j'exagère, Ouais, mais tout à fait. il avait une interprétation de sens, il voyait Quadrilla de Cosmo comme des anges, il réinterprétait la Bible à travers sens. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est Cette que neutralité, cette finalement. neutralité, c'est Mais il n'y ça. en a pas de neutralité. Je sais, mais moi, En réalité, tout ce que ces gens te disent, chacun a raison et aucun n'a raison. C'est juste que toutes ces traditions, que ce soit le chamanisme ou quoi, la religion catholique, c'est des tentatives évidemment. de rationalisation et c'est des tentatives, c'est de l'ésotérisme. Et l'ésotérisme, quelle que soit la méthode que tu appliques, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Tout à fait. Mais je voudrais juste rappeler la phrase d'introduction de Sens Renaissance qui est « Chacun voit dans les choses ce qu'il veut y voir ». Et mon problème, c'est que en disant « c'est une œuvre chamanique, c'est une œuvre alchimiste, c'est une œuvre ceci, cela », j'interdis à d'autres personnes aussi d'y voir leur propre miroir. Et c'est très donc important de ma part que j'appartiens à la tradition de jeu de rôle.
j'appartiens à la tradition de la cellule, j'appartiens à la tradition de Sens, puisque je vous rappelle que je n'ai pas écrit Sens. C'est un livre que j'ai trouvé. Donc, Oui, dans ton grenier, c'est ça. c'est ça, absolument. Et j'ai mis le tien à côté du mien. Donc, c'est ça le point essentiel. Donc, je ne peux pas. Voilà, donc c'est un peu une raison personnelle, puis ça me permet de boucler. Et j'aime beaucoup, par contre, discuter avec toi de ces questions, évidemment. Ça m'intéresse beaucoup, comme j'ai beaucoup aimé discuter avec Gnoc, mon chaman, de ces questions. C'est vachement intéressant. Et Dophénix, évidemment, j'ai lu ces articles avec grand intérêt, je les ai partagés. Je trouve toutes ces interprétations intéressantes. Et moi, elles m'ont apporté beaucoup. Honnêtement, elles m'ont apporté beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Des amis, surtout. Shadow, toi, donc, tu as été approché par des maçons. Et tu n'as jamais voulu te mettre au pied du mur pour bosser, quoi. Non, mais déjà, voilà. Mais déjà, on a bien senti que toi, tu as un a priori négatif. En sur fait, ces pas du questions. tout. Je suis passé par plusieurs étapes suite à cette rencontre. La première, c'était... j'avais quelques années de moins, et puis peut-être pas forcément la même façon de penser, mais je me suis dit, ouais, génial, je vais pouvoir peut-être rencontrer des francs-maçons. J'ai aucune idée de ce que c'était. C'était d'ailleurs en parlant de Sens avec un collègue de boulot, il me dit, mais tu sais, moi, je fais... Avec d'autres personnes, on parle, et voilà comment ça avait commencé. Donc, déjà, par Sens. Et j'avais dit génial, je vais pouvoir rencontrer des francs-maçons, je vais pouvoir voir ce que c'est de l'intérieur, en mode un peu pas touriste. Non, ça allait plus loin que ça. Il y avait vraiment quelque chose de vicieux dans ma façon de voir les choses. C'était je vais en être, mais je serai pas vraiment avec eux. En fait, je vais pouvoir les espionner, me faire. Tu serais un peu un traître, en fait. Tu fais partie de la cellule maintenant, ça va. Oui, non, mais c'est mieux quand même. C'est agent double. Non, mais il y avait ce côté un peu j'aimerais bien essayer, mais je leur ferai croire que ça m'intéresse, mais en fait, c'est plus de la curiosité qu'autre chose. Et en fait, avec le recul, je vois bien que c'est ce que je disais à mes amis, mais c'était pour me dédouaner du vrai intérêt que j'ai porté à cette proposition. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vas-y, développe, c'est très intéressant. Et en fait, ne connaissant pas la franc-maçonnerie, cet aspect mystique, cet aspect secret, etc. Et puis moi, tu me connais, l'avocat du diable, etc. Voilà. J'avais envie de savoir ce que c'était. Et puis, quand mon collègue m'en a parlé, il a fait des parallèles avec Sens, j'ai été surpris. Donc vraiment, ça a éveillé une vraie curiosité. Et malgré tout, il y avait tous les préjugés que je portais avec moi sur la franc-maçonnerie. Les préjugés d'ailleurs qui sont absolument pas sur l'aspect réflexion, puisque les seules choses que je connaissais de la franc-maçonnerie, c'est plus l'aspect politique. En fait, pour moi, j'avais l'impression que c'est des gens qui s'aidaient pour progresser socialement, politiquement, pour essayer de diriger, etc. Enfin, tout ce dont on parlait au début. J'avais absolument aucune idée de ce qu'était la franc-maçonnerie dans l'aspect réflexion. Mais c'est ça aussi, la franc-maçonnerie. Il serait naïf de croire qu'un groupe de personnes ne s'aide pas. Shadow, nous nous entraidons. J'ai un petit peu de recul. C'est-à-dire qu'avant, je ne voyais que l'aspect péjoratif de ce côté-là. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai perdu le contact avec cette personne. Et moi, j'attendais un petit peu ce podcast parce que je voulais en savoir Je voulais en savoir un petit peu plus, savoir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Tout réseau t'aide à faire... Mais bien sûr, on est chacun sur un projet professionnel. On voit bien comment ça se passe. Je veux dire, aujourd'hui, le réseautage, si tu n'en fais pas, consciemment ou inconsciemment, sans le vouloir. Pourquoi est-ce qu'avoir un réseau, ce serait mal? Oui, et puis de toute façon, le réseau ne t'aidera pas. Comme ça. Puis ton réseau ne t'aidera pas si ton idée est pourrie. Exactement. Voilà. C'est ça, des gens n'aident que les gens qui sont. Je peux faire des années de franc-maçonnerie sans que personne ne m'aide jamais, et puis aller nager en club à la piscine, et puis rencontrer un gars qui va me dire oh putain mais. C'est ça. Non mais c'est ça. T'as tellement raison. Voilà. Alors, un exemple tout bête. J'ai longtemps entraîné des équipes au volley. Et il y a une des filles que j'entraînais qui avait besoin de trouver un boulot et qui m'a demandé. Et je lui ai trouvé un boulot par une connaissance professionnelle que j'avais. J'ai encore jamais trouvé de boulot à un franc-maçon. Mais bien sûr que ça crée du réseau. En franc-maçonnerie, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Parce qu'on a des centres d'intérêt très différents ou quoi. Il y a un membre de ma loge qui est cosmologiste de premier plan. Vraiment quelqu'un qui a une connaissance biblique. C'est quelqu'un que j'aurais jamais rencontré, mais je passe des heures à parler avec lui parce que c'est passionnant, quoi.
Mais moi, je peux le rencontrer ce via la gars-là- cellule, mais c'est vrai que quand tu dis ça, ça Ce gars-là, ça fait s'il envie, a quoi. besoin d'aide, je vais avoir tendance à l'aider. Mais pas parce que c'est un franc-maçon, Hmm. parce que je le connais. Ouais. Et quelqu'un qui est inscrit dans un club de sport, il va faire la même chose, ou dans une relation amicale ou quoi. Hmm. Bien sûr que ça Mais existe. aussi parce hein, que tu il faut admires pas- l'autorité qu'il a dans certains domaines, sur certains sujets et tout ça. C'est-à-dire que Mais pas plus que si c'était un ami. non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on se fait des amis aussi parce qu'on peut discuter des heures avec eux, tu vois. Mm. C'est le Ah temps oui. qu'on passe pour les gens qui font d'eux nos amis. Et ce temps-là, on l'investit pas On dans des gens parle d'un avec- renard. On parle d'un renard. Oui, tout à c'est fait. ça. Oui. Ce qui compte, c'est les liens. Mais le temps que tu passes pour ta rose, c'est ça qui la rend importante. Tu fais référence au Petit Prince, évidemment. Voilà. Absolument pas. Donc voilà, mais tout ça pour dire que oui, c'est un réseau, mais comme les autres, hein, comme peut l'être LinkedIn, Facebook aujourd'hui. Enfin, Beaucoup moins efficace, par contre. euh, Hein, clairement, on est beaucoup moins efficace que LinkedIn pour trouver du boulot. eh ben, j'en ou- suis pas certain. Ça dépend Parce du que je domaine. pense en fait que, et c'est, je sais pas si tu as écouté les podcasts du Val. Non. Pas du tout. J'ai encore jamais joué au Val. Ah ben je vais t'apprendre à jouer au Val. Ah bon, on va faire une partie parce que moi pas non plus. grave. Hein, Ouais, et bah on va- voilà. je C'est vais la vous- semaine si vous sans, voulez, c'est pas je la vais semaine Val. hein. Non, parce que c'est important, parce qu'à un moment donné, on parle de ce que j'appelle la communication mécanique et la communication organique. Il y a la diffusion mécanique et la diffusion organique. Facebook, pour moi, c'est de la diffusion mécanique. Et d'autant plus si tu payes pour avoir, tu sais, les pages publicitaires, etc. Mais la diffusion organique a du bon aussi. C'est pas mieux ou moins bien. C'est juste des réseaux différents avec c'est des solutions différentes. L'organique, ça passe par le long terme. Pour moi, les francs-maçons, c'est un réseau organique. Ce sont des gens qui dînent ensemble, qui se connaissent, qui discutent ensemble, qui se voient les uns les autres, qui se saluent, qui participent à un même maelstrom en live. Je veux dire, vous êtes ensemble, tu vois. Alors que les réseaux clic-clic, c'est-à-dire partage, voir une image, partager, etc., ça va très très vite, très rapide, très facile, très séduisant. Mais ça s'éteint aussi rapidement que c'est un feu de paille, si je veux dire. Ça peut aussi s'éteindre aussi rapidement que ça prend. Plus rapide est le côté facebookien. C'est ça, exactement. Avec sa grosse voix, ça fonctionne tellement bien. Il faut que je lui demande de doubler des trucs pour des vidéos, je pense. Donc voilà, c'est ça. Alors que l'organique, ça reste. Les amis, quand ils te disent des choses, ça rend. D'ailleurs, il n'y a qu'un ami qui peut te faire changer d'opinion politique, par exemple. L'amour est un grand maître, disait Molière, parce que ce qu'on n'est pas, il nous l'apprend. Il nous apprend à l'être. Et vraiment, je pense que c'est la communication organique. La diffusion organique a du bon aussi. Donc c'est pas mieux, moins bien. C'est tout juste pour dire que voilà, les Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si tu prends les groupes BNI, par exemple, les groupes d'entrepreneurs qui sont faits pour faire du réseau, hein, c'est très efficace et beaucoup plus que la franc-maçonnerie dans business. ce milieu-là. Ouais, d'accord, pour ouais, trouver un job, oui, mais pour Et tu vois, l'évolution c'est ça. personnelle, pas C'est terrible. ça, Non mais regarde, pour la création Oh. d'entreprise, je peux te dire que voilà, Ah oui. il y a vraiment des Mais tu réseaux, vois- du réseautage Mais très tu vois, puissant, très très Ah, puissant. extrêmement, oui. À chacun son réseau, en fonction de son projet, en fonction de ses ambitions, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu Ça. veux vendre un jeu sur 2 ans, par exemple, tu vas imprimer 2000 bouquins et sur 2 ans, il sera en boutique. Qu'est-ce que tu vas faire? Du réseau mécanique. T'as pas le temps de passer par du réseau organique, c'est-à-dire faire jouer ta grand-mère et attendre que ta grand-mère en parle à tes autres cousins qui vont. T'as pas le temps. Mais si ton but, c'est de vendre une œuvre pendant toute ta vie, là, t'as le temps. Laissons faire le temps. Comme je dis souvent, je préfère avoir 12 apôtres que 3 millions de followers. Moi, dans mon cas particulier. Et on est combien là du coup? Des milliards. je parle en apôtre. Si je compte les arbres, les brins d'herbe, les feuilles, des milliards. Ils nous écoutent. Il y a des tas. Donc voilà. Bon, mais bref, voilà, chacun son réseau, réseau adapté en fonction de son projet, etc. etc. Vincent, est-ce que tu avais d'autres sujets que tu voulais aborder? Moi, j'ai fini ma batterie de questions. Est-ce que Non, sinon, allez-y les trolls, déchaînez-vous. Pour conclure. Yo, François, est-ce que vous aviez des questions à poser, des dernières questions? Non, pas spécialement. Pas beaucoup plus que ça, non, j'écoute. D'accord. Je suis Très apprenti. Très bien, très bien. Bon, mais merci Vincent de nous avoir présenté d'avoir fait pour nous ce petit ADN. C'était très intéressant. Moi, j'ai franchement appris plein de choses. Ça permet aussi un peu de démystifier le truc. Hein. Tu nous as dit clairement qu'il n'y avait pas de magie.
Voilà, et puis On est déçus, on est très déçus. un peu, il y a de la controverse, et c'est ça la magie, et c'est d'ailleurs cette magie-là qu'on essaye de transmettre aussi avec la cellule chaque semaine. Donc merci Vincent, merci François, merci Shadow et Yosei pour leurs naïves questions qui, comme d'habitude, font grandement avancer le débat. Et puisque, évidemment, Vincent a une vision de sens maçonnique, vous pensez bien que vous aurez l'occasion de réentendre Vincent sur les podcasts de test de jeux de rôle, puisque là, on s'apprête à tester des jeux de rôle, et puis sur les podcasts sur Sens. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien, c'est ça qui compte. J'ai dit. À bientôt tout le monde. À bientôt. Salut. À bientôt. À bientôt.